vedette de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est donc bien la saison des prix littéraires. Et oui, chaque année, à l'heure où tombent les feuilles, la crème de la littérature française élit dans la plus pure transparence et en toute impartialité, celle ou celui qui sera élevé au rang de roi ou reine de l'année. Et cette année, on peut saluer le beau Goncourt accordé au très beau et très romanesque Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa à l'Iconoclaste. Et comme le dit très justement un ami, si le Goncourt récompense le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année, le Renaudot récompense lui un livre au pif, mais bon, c'est une copine ou un copain de Bec BD, alors ça va. En l'occurrence, Les Insolents d'Anne Scott, qui, avant le prix, s'était à peine écoulé à 1000 exemplaires et dont personne n'avait entendu parler. Enfin, vous allez me dire, les prix, c'est pas une science exacte, hein, et surtout, c'est toujours réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Hello. Salut. Très littéraire cette introduction quand même. Mais moi je vous donne mon prix de l'amitié. Oh ça c'est bon. C'est l'accent qui m'a eu. Fun fact. Prix de l'amitié. Alors fun fact, sachez que Jean-Baptiste Andréa, des années avant d'avoir le Goncourt, était scénariste de Elphone, le film de James Hutt où Jean-Baptiste Monnier avait un portable maléfique. Ce film de 2007 absolument pas très bon, mais qui garde une place dans le cœur des prix de l'ami. Non, mais comme quoi on peut évoluer, c'est beau comme carrière. Ils ont en tout cas faire gaffe parce qu'à la rentrée littéraire prochaine, je vais vous dire, je peux pas vous dire, mais je vais vous dire, il y a un concurrent sérieux. Non, ta gueule, Nicolas. Allez, assez de conneries, on a un programme chargé. Cette semaine, tueur comme un killer, simple comme un maçon, médiocre comme un Marvel, mais on commence par délicieux comme un bon repas chaud. Que dis-je? Par le film qui a élevé l'art culinaire au rang du 11e art, qui a sublimé le fond de veau, qui a transcendé la poule au pot, qui a sanctifié la béarnaise. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon d'une esquisse. La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, où l'on suit l'évolution de la relation entre Eugénie, qui est cuisinière, qui travaille depuis 20 ans pour un célèbre gastronome Dodin. On vous en a parlé à Cannes, où le film a gagné le prix de la mise en scène. Pour beaucoup, c'était notre palme d'or. Que reste-t-il de cette palme du cœur et de l'amitié? Non, plusieurs mois après, Simon Rio. Il en reste quand même un souvenir ému et pour ma plus grande satisfaction, très précis. Vraiment, je me rappelle très bien du film, il m'a beaucoup marqué. Mais en revanche, les mois qui nous ont séparés de son premier visionnage, pour moi, ça a été l'occasion de découvrir l'ouvrage qu'il adapte, alors qu'il n'est pas, comme on l'a beaucoup entendu, une bande dessinée. La bande dessinée elle-même était une adaptation d'un premier texte de Marcel Rouff, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait La Passion donc de La vie et la passion. Oui, absolument. De Dodin Bouffant. 1924, absolument. Ouvrage qui adaptait, sans trop le dire, un petit peu une vie fantasmée de Brillat Savarin, grand gastronome français qui donna son nom au fromage éponyme. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que c'est très intéressant de voir où s'est glissée l'adaptation chez Tran Anh Hung. Par exemple, dans le livre original, en fait, il est assez peu fait cas du personnage qu'interprète Juliette Binoche dans le film, puisque l'essentiel de l'action, c'est comment Dodin Bouffant va trouver quelqu'un pour lui succéder. Et c'est ça qui est l'essentiel, on va dire, des actions humaines au-delà des descriptions de plats et de méthodes de préparation. Et du coup, ça permet de voir que je trouve que Hung a fait un choix extrêmement intéressant pour transposer ce texte, c'est qu'il est allé remettre de la chair. Parce que à la lecture, il est effectivement frappant de voir combien c'est sensoriel, combien c'est sensuel. Moi, je me souviens de la description de tranches d'avocats qui sont laissées dans une marmite en terre à toutouner toute la nuit pour permettre après d'aller parfumer une purée. C'est 3 paragraphes de textes qui sont complètement délirants, qui sont géniaux. Mais effectivement, pour pouvoir filmer ça comme il le fait dans le film, il faut qu'il y ait derrière la chair des personnages, quoi. Et on peut pas peler que des oignons. Et donc, tout d'un coup, il va réinjecter un personnage qui est très puissant et qui va apporter beaucoup de dramaturgie, beaucoup d'humanité, qui est donc celui interprété par Juliette Binoche. Et le fait de se focaliser sur elle pendant, je
crois pouvoir dire les 2/3, sinon les 3/4 du film. Hein. Ça lui donne l'occasion de repenser un petit peu la dramaturgie de l'œuvre originale, de vraiment lui l'incarner, la réimaginer. Et je trouve justement, avant de passer la parole à mes petits camarades, que une des grandes réussites du film, derrière tout ce qui peut tenter de visuel, d'expérimental, d'assez audacieux sur la représentation de la nourriture, et ben tout ce qu'il fait, il peut le faire parce qu'il est extrêmement fin dans ce qu'il dit des rapports humains, et c'est peut-être là finalement, au-delà de la performance culino-gustativo-visuelle, que le film est le plus fort. Alexis, pour suivre. Je rejoins complètement Simon. C'est vraiment un très 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 beau film. Et en fait, moi, ce qui me touche particulièrement dans ce film-là, c'est que c'est un film qui me met au contact de la cuisine d'une manière que j'avais jamais envisagée avant. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris conscience d'à quel point la cuisine est intrinsèquement fascinante, à quel point les mécanismes chimiques et organiques qui se jouent pendant qu'on cuisine sont vraiment un spectacle absolument stupéfiant, parce que il y a un cinéaste qui décide d'aller directement à la chair des choses et qui décide de le capter en fait. Et je crois que c'est ça le premier élément, puis on aura l'occasion de développer plus par la suite, mais c'est le premier élément qui moi m'a sidéré complètement devant Dodin Bouffant, c'est son pouvoir de fascination et son pouvoir de captation. C'est vraiment un film où on sent que l'objectif premier, c'est une espèce de pulsion purement esthétique, purement plastique, d'aller vraiment s'intéresser à la matière des aliments qu'on cuisine et ce que cette matière peut révéler des sentiments et de l'intériorité de ceux qui justement cuisinent. C'est un peu ça a l'air un peu tiré par les cheveux et un peu poético poète quand on le dit comme ça, mais poético le fait est que ça marche vraiment en fait. Il y a une vraie expérience sensorielle et émotionnelle qui se dégage de ces très longues séquences de cuisine, parce qu'il faut dire quand même que le film s'attarde longuement, il a bien raison sur ces séquences-là. Moi, c'est vraiment le premier élément qui me frappe, et puis Benoît Magimel évidemment, mais ça on en reparlera. On va y revenir. C'est parce que t'es amoureux. Totalement. Intéressant. D'autres révélations à venir dans cet épisode. Non, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme le dit très bien Simon, le film se situe en dehors de l'histoire originelle et donne du coup à ce personnage de génie toute sa place, puisque en fait c'est une sorte de préquel comme on dirait au roman, et c'est là que Tralanoung fait non seulement œuvre de mise en scène de manière spectaculaire comme on peut le dire et comme on va le voir, mais aussi de scénariste, parce que il va faire résonner cet amour de la nourriture avec une révélation sentimentale, une révélation amoureuse et une révélation érotique au sens propre du terme, faisant la passerelle entre le rapport érotique qui va se nouer à travers la nourriture et dans la nourriture elle-même. Voilà, c'était un petit mot. Sophie, qu'est-ce qu'il t'en reste, toi ? En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que la nourriture et comment on filme les aliments, surtout quand ils se transforment, ça peut donner lieu à beaucoup de métaphores sexuelles, et on va pas se mentir, notamment sur la notion de temps. En fait, certes, il y a quelque chose de très sexuel, sensuel dans certains aliments, dans leur matière, dans leur texture, dans la manière de les travailler, mais il y a aussi pour moi une sorte de métaphore des sentiments sur la manière dont on travaille l'aliment et la passion qu'on peut y mettre, d'où le titre qui est assez évident. Et je trouve que là où le film est vraiment particulièrement intelligent et subtil, c'est qu'il y met pas que de la passion, il y met aussi beaucoup de tension. Parce qu'on le sait, la cuisine, c'est à la fois, ça peut être très lent, on peut faire cuire des plats pendant extrêmement longtemps, mais parfois, la microseconde où on manque d'attention sur un aliment, ça peut tout casser. Ça peut être une espèce de métaphore de la relation amoureuse, en tout cas, entre Dodin et Eugénie, et ça, je trouve ça très très beau. Et surtout, le film est fascinant par sa manière très rythmée qu'il a de filmer la cuisine, parce que il prouve bien qu'on n'a pas besoin de mettre une musique de Pirates des Caraïbes et faire des gros plans sur des plats pour montrer qu'il y a de la concurrence. C'est une référence à Top Chef au cas où. Voilà. Merci, parce que je l'avais pas. Non, mais vraiment, c'est parce que la cuisine, généralement, quand elle est tendue, quand on peut le voir soit dans d'autres films, je pense notamment au film The Chef qui était tourné uniquement en plan de séquence, ou au contraire dans des émissions de télé-réalité type Top Chef, la cuisine, c'est quelque chose de très brutal. Là, il en fait quelque chose de très délicat, mais de très tendu. En fait, ça devient l'énergie motrice de toute chose. Et ça, je l'avais jamais vu filmer de cette manière, surtout sans musique de Pirates des Caraïbes. Il y a de la tension, mais pas forcément de conflit, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a de la subtilité et de la force. Oh là là. Du croquant et du craquant. Et du piment d'Espelette. Arthur, que te reste-t-il de cette passion ? Ce qui est assez surprenant, c'est que moi, j'étais celui qui était le moins emballé d'entre vous à Cannes. Parce que non pas que je trouve que le film est faible, vraiment pas. Moi je considère que c'est un des grands films de l'année, vraiment,
Mais disons que j'étais pas aussi séduit par tout ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ce que j'ai expliqué, je crois, dans l'émission. J'avais découvert Tran Nguyen avec son premier film, L'odeur de la papaye verte, que j'avais vraiment, pour le coup, que je m'étais vraiment pris dans la tronche, qui est vraiment un incroyable chef-d'œuvre. Et je pense que j'ai fait un comparatif, ce qui est un peu idiot avec le recul, parce que je ne l'ai pas revu volontairement, parce que je voulais le laisser décanter un peu, et ça a plutôt bien marché. Parce qu'en fait, quand on voit des films à Cannes, on en voit quand même un sacré paquet. Souvent, il nous reste que des images, que des bribes, que des morceaux, que des chansons. Et là, en fait, je me souviens très très bien, quasiment par cœur, de la première préparation qui dure, je sais pas, 30 minutes à peu près. Pas loin de 40. Pas loin de 40, oui. Je le revois retourner chaque aliment, je le vois faire. Je me souviens donc la scène où il va expliquer à la jeune fille comment on prépare sa sauce et comment il va essayer de l'éduquer, etc. Je revois des scènes avec Juliette Binoche et en fait je me dis comment ce film que j'ai pu trouver incroyable mais pas excellentissime me reste à ce point. Et en fait je pense que ça touche à plusieurs points. Alors vous l'avez effectivement dit, la dramaturgie, la manière d'inclure le couple dans la conception de la nourriture. Mais je pense qu'il y a un truc qu'a dit Sophie qui, moi, me touche particulièrement. Moi, j'adore Top Chef. C'est con, mais j'adore Top Chef. Et en fait, je regarde beaucoup de films, de séries et d'émissions qui concernent la nourriture. Et en fait, je me suis fait cette remarque que ça me donne rarement faim. C'est bête, mais c'est vrai, Top Chef me donne rarement faim. La sensation de faim, elle vient quand même de 3 sens, le goût, l'odeur et la vue. C'est quand même difficile de réussir à te donner envie avec juste l'un de ces 3-là. Et je n'ai jamais ressenti ça à ce point-là, que devant Dodin Bouffant, cette sensation de regarder un plat et de me dire « Mon Dieu, ce que je vois est fascinant. Mon Dieu, ce que je vois est magnifique visuellement. Et putain, tout ce que je vois a l'air bon. » Et je sais que Pierre Gagnère donc, a participé à toute la direction artistique des plats, des aliments, de la manière de les filmer. Et pour l'avoir interviewé à Cannes, il me racontait que c'est pas simple parce que du coup, quand tu fais une recette, quand tu fais Top Chef, bah, tu commences par l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, et puis tu termines par l'étape 4. Et ben là, parfois, en fait, tu as une chronologie de planning qui fait que, bah, en fait, on va devoir commencer par l'étape 4. Donc, tu dois tout préparer. Mais il faut que ce soit aussi beau que ce que tu vas montrer dans la scène après. Enfin, en gros, de ce que j'ai cru comprendre, c'est extrêmement difficile de faire des vraies recettes à l'écran. Comment il réussit à en faire autant, aussi longuement, aussi longtemps, et en plus de les filmer avec, je sais pas, une espèce de rapport quasi charnel avec la caméra. C'est-à-dire qu'il y a il se dégage quelque chose de l'image, de la couleur, de l'étalonnage, de la profondeur de champ, quelque chose qui rend pas juste la conception de la nourriture sexuelle, mais la nourriture en elle-même. Ah mais c'est tout l'art de ce qu'on appelle le raccord escalope. Quoi ? Non, laisse tomber. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse, quand on parle par exemple de la photographie ou des films culinaires, il faut bien que vous sachiez que tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous montre par exemple dans les publicités, sur les affiches publicitaires, tout ça est faux. C'est-à-dire qu'en fait, les poulets sont pas cuits, sont peinturlurés. Enfin, je veux dire, on utilise de la peinture, on utilise des matières toxiques. Enfin, vraiment, c'est vraiment une représentation de la nourriture qui on ne filme pas. Voilà, c'est pas mangeable du tout. C'est l'équivalent culinaire du porno par rapport au sexe. Mais je veux dire, c'est tout aussi. Exactement. Non, mais la comparaison, quelque chose comme ça. La comparaison est vraiment juste. Non, mais oui, c'est ça. Oui, bah, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est que du coup, effectivement, pour les besoins du film, d'autant que Tran Nguyen ne filmait qu'avec une seule caméra, c'est son dispositif de mise en scène. Du coup, bien, il a fallu faire plusieurs prises sur plusieurs plats et pas forcément dans l'ordre de la transformation des plats. Ouais. Et donc, il raconte, c'est Michel Nave qui a travaillé toute sa vie avec Pierre Gagnère, qui était sur le plateau parce que Gagnère pouvait pas toujours être là, et qui raconte que par exemple, pour juste le pot-au-feu, ils ont été obligés d'utiliser 40 kilos de barbac pour pouvoir le faire à chaque fois et pour pouvoir refaire chaque prise, parce qu'il voulait vraiment que les prises soient sur le vif avec sa seule caméra, de pas mettre plusieurs caméras pour pouvoir essayer, voilà, si le plan est mauvais, de se couvrir. Et puis un truc qui est très bête, mais c'est qu'en fait tu peux pas le faire dans l'ordre chronologique. Parce que tu tournes la préparation, bah après, une fois que ça commence à griller, bah tu dois changer le plan, donc tu déplaces la caméra, tu déplaces tout le fond, ça prend une demi-heure, bah en une demi-heure ta recette elle est finito en fait. Tu peux pas faire dans l'ordre chronologique, t'es obligé de filmer des éléments par des éléments. Et ça c'est un vrai parti pris qui fonctionne mais incroyablement bien. Enfin, Binoche et Magimel disaient qu'ils avaient quand même globalement bien bouffé sur le tournage. Non, mais j'espère pour eux. Ce qui est intéressant et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que le fil conducteur, c'est évidemment ce lien et cette interversion du lien qu'il y a entre la cuisinière et le maître domestique. Mais il y a aussi la tentation de la transmission, puisque Dodin Bouffant, Benoît Magimel, à un moment donné, pour remplacer Eugénie, va devenir lui-même formateur et va devoir chercher la perle rare qui pourra, à un moment donné ou non,
lui transmettre, lui donner ce plaisir du goût, ce plaisir des plats, et lui va devenir formateur d'une jeune cuisinière, et ça c'est aussi absolument passionnant. Mais oui, en fait, il y a deux mouvements dans le film qui, je trouve, sont traités avec énormément d'intelligence, d'humanité, et encore une fois, on le redit, de sensualité. C'est l'amour de la transmission, et c'est la transmission de l'amour. On voit des personnages qui sont, on va dire, des cuisiniers accomplis, et donc qui utilisent le vecteur qu'est la nourriture pour se transmettre leur amour, pour se dire comment ils s'aiment, pourquoi ils s'aiment et combien ils s'aiment. Et puis on va aussi suivre effectivement cette toute jeune recrue, alors qui va aussi connaître la nourriture comme vecteur de l'amour, mais pas du transport amoureux, qui est le vecteur d'un amour des belles choses, d'un amour de l'art, d'un certain art, en l'occurrence la cuisine. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bouleversant dans le fait de voir pendant un temps, et on vous spoile rien en disant ça, Magimel et Binoche être sur une certaine modalité de l'échange, de la transmission et de la création. Et après passer avec cette jeune fille à une toute autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que à nouveau il va faire de la cuisine que c'est pour avoir un rapport de séduction, un rapport d'amour. Tout d'un coup, on est là pour transmettre, pour dire voilà une somme de connaissances, de beauté que j'ai emmagasinées, et je vais te les donner toi-même pour que tu puisses les recevoir, les aimer, et à ton tour un jour les retransmettre. Et je trouve que ces mouvements-là dans le film sont d'une noblesse et d'une puissance évocatrice assez dingue. Arthur, tu voulais rebondir? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle comme ça de l'utilisation de la sensualité dans la manière de concevoir des recettes, au cinéma, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très courant. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Merci. Pas tant que ça. J'ai tendu la perche. C'est pas si courant que ça. Et en fait, quand on y réfléchit bien, on a vu beaucoup de journalistes comparer Dodin Bouffant à un film qui s'appelle Le Festin de Babette. Le Festin de Babette, qui ne joue pas sur ce terrain-là. Moi, il y a un autre film qui me fait penser. Alors, j'ai pas vu le film en entier, mais j'ai vu une scène qui est un peu connue. C'est un film qui s'appelle Tampopo de Juzo Itami, qui est un film sorti il y a maintenant 40 ans, où il y a une scène un peu culte où un couple va s'embrasser avec un jaune d'œuf dans la bouche. Ils vont se le passer, ils vont d'une bouche à l'autre, puis le jaune d'œuf va finir par couler, c'est l'éjaculation. Mais en fait, c'est extrêmement... Comme vous y allez, monsieur Sio. Oui, expliquez donc. On utilise des mots comme ça un peu olé olé. Mais écoutez, jaune d'œuf. Oh, écoutez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans Tampopo, en l'occurrence, qui est vraiment un film référent sur le domaine, c'est extrêmement explicite. Moi, ce que je trouve très beau dans Le Dodin Bouffant, c'est qu'en fait, à aucun moment, le réalisateur va te dire, tu vois la manière dont il secoue sa crème là, en fait, c'est la métaphore de la masturbation. Non, c'est hyper subtil et très beau dans la manière d'incarner justement ces rapports de sensualité et de transmission. Sophie. Justement, ce qu'il y a de super intéressant aussi, c'est le rapport de force qu'il peut y avoir dans une cuisine. On sait que la cuisine, c'est quelque chose d'extrêmement hiérarchisé, en tout cas dans toutes les cuisines professionnelles. Il y a presque un rapport, on compare souvent les cuisines et quelque chose de très militaire. Enfin, on le voit même dans des séries là comme The Bear, où il y a... dès qu'il y a un élément qui vient perturber la cuisine, ça devient une forme de chaos. Il faut qu'il y ait quelque chose de très, très, très militaire. Hein. Désolée, je réutilise ce terme. Martial, merci. Et en fait, j'ai un reproche à faire, non pas au film, mais un petit peu à la communication autour. C'est la bande-annonce qui, je trouve, dévoile beaucoup trop de la relation entre Magimel et Binoche, et surtout sur un peu le destin que peut avoir... du coup, je spoil rien, hein, on sait dans la bande-annonce qu'elle est malade. Et en fait, là, ce que je trouve très, 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 très beau, c'est de montrer que c'est une espèce de duo plutôt que de couple qui essaye d'avoir un rapport d'égal à égal dans une cuisine, et comment au final c'est extrêmement précurseur même dans le rapport homme-femme à l'époque. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on avait beaucoup discuté d'une réplique qui est extrêmement belle, et sans rien dévoiler du moment où elle est dite ou de ce qui se passe autour. À un moment donné, Binoche dit à Magimel, je resterai toujours votre cuisinière. Et là, il y a quelque chose d'à la fois bouleversant. Oui, Sophie et puis Alexis d'abord, mais peut-être Sophie d'abord. En fait, c'est parce que ça questionne beaucoup le rapport marital, parce qu'en fait, le rapport marital, vu que c'est quelque chose de public, elle sera obligée d'être inférieure à lui hiérarchiquement. Alors qu'ils ont créé cette espèce d'espace quasiment utopique où ils peuvent être hommes et femmes d'égal à égal face aux aliments. Et ça, c'est extrêmement novateur, parce que ça, certes, c'est encore une fois un petit peu imaginé, un peu rêvé, parce qu'on ne sait pas s'il y a déjà eu des rapports hommes-femmes de cette manière-là dans la cuisine, mais le fait de l'imaginer pour, malgré tout, s'inscrire dans des codes sociaux réalistes de l'époque, je trouve ça extrêmement fort. Oui, d'autant que toute la scène où les rôles sont inversés, ils se mettent absolument et entièrement à son service. Bah oui, complètement, ouais. Mais en fait, c'est effectivement la dimension politique du film transparaît par cette relation-là. Moi, il y a un point qui, à mon sens,
me paraît être aussi révélateur de la nature de leur relation et du caractère unique de cette relation, c'est l'importance du langage. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même évidemment des très longues scènes de cuisine. Il y a aussi des scènes parlées qui sont d'ailleurs assez longues aussi, on s'étale beaucoup dessus. Et c'est un langage qui est vraiment particulier. Moi, c'est la part du film qui m'avait d'ailleurs profondément déstabilisé à Cannes, presque plus que le côté contemplatif. C'était que vraiment, c'est un texte qui est extrêmement écrit, extrêmement chiadé. Et très littéraire. Très littéraire, exactement, ouais. Et qui est déclamé comme tel. C'est-à-dire qu'on voit bien que Magimel et Binoche, ils sont dirigés de manière à déclamer leur texte beaucoup plus que l'incarner. Ce qui peut, je pense, être une limite pour pas mal de gens, mais qui, à mon sens, est révélateur aussi de la nature de leur relation, c'est que on voit bien que d'un point de vue de communication, jusque dans la manière d'utiliser les mots et de construire des phrases, il y a une espèce de carcan, je sais pas si c'est un carcan bourgeois, mais en tout cas une espèce de carcan social et sociétal qui écrase ces personnages, qui les conditionne. Et c'est justement par la cuisine qu'ils vont pouvoir se libérer de ça, puisque pendant toutes les scènes de cuisine, il n'y a quasiment pas de dialogue, ou alors juste pour nommer des aliments ou donner des très courtes instructions. Et c'est des séquences muettes. Et ça, c'est quand même, pour moi, très révélateur. Bah oui, parce qu'elle est officiellement, elle, géniale dans le terme. C'est une forme de génie culinaire et elle arrive à faire des choses que personne ou presque n'arrive à faire. Mais si on la replace en tant que femme, elle restera toujours une femme. Donc en fait, cette cuisine-là devient son endroit d'épanouissement et loin de tout ce que la société peut lui imposer. Dès qu'elle recommence à parler, elle est obligée de reprendre les codes, notamment dialectiques, de ce que lui impose son époque. J'ai une question parce que c'est un film qu'on peut... qui peut être difficile d'accès. Enfin, je veux dire, c'est pas à qui s'adresse ce film-là. Comment on rentre dans ce film? Parce qu'on en dit d'ailleurs, j'aimerais signaler que nous sommes toutes et tous d'accord. C'est donc un non, Simon, l'accent. Je vous ai compris. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Mais alors du coup, après ce home run, à qui s'adresse ce film? Parce que ça peut être déstabilisant parce qu'on en dit beaucoup de bien et d'un seul coup on est plongé dans un film extrêmement formaliste, avec des plans très longs, avec des plans fixes, remarquablement illuminés mais qui ressemblent effectivement et qui font penser à la peinture, à des intérieurs de Vermeer, etc. Parce que là ça cite de la peinture à gogo, on est dans au Parnasse, au néo-romantisme, à exactement. Tout ça. Et sur une première scène de préparation de repas qui va durer sur les 30 ou 40 minutes avec effectivement peu de dialogue. On peut dire que c'est un film plutôt âpre. Et pourtant, je n'aime que toi et pourtant... Pardon, à toi. Eh bien, moi je vous dirais un truc tout simplement, c'est pour tous ceux qui ont un rapport, encore une fois, un peu sensuel et charnel au cinéma. Je vais vous dire tout simplement, dans ce film, à plusieurs moments, j'ai vu des images que je n'avais jamais, à aucun moment, vues ailleurs. C'est quand même pas si fréquent. Et ce sont toujours des images qui ont un rapport avec le corps. Moi, j'ai ce plan sur le visage de Magimel qui, pour savoir s'il est en train de réussir son carré de veau, est en train de humer la viande et je vois le fumet qui s'élève de la viande en train de cuire, qui rentre dans ses narines et qui ressort par sa bouche. J'ai jamais vu ça. On a tous déjà senti quelque chose en train de cuire et on s'est tous dit « Oh, c'est vachement bon, dis donc, je serais jamais végane. » Et bien, tout d'un coup, c'est la première fois qu'une image de cinéma arrive à me reconnecter de manière absolument instantanée à cette émotion-là, à la transcrire. Et il va y avoir plusieurs séquences de cet acabit dans le film, plusieurs moments qui, pour moi, me laissent absolument pantois, je trouve, suspendu, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus, je pense, de plus élevé, de plus compliqué que de réussir à faire ressentir quelque chose d'une évidente simplicité. Donner faim à quelqu'un, tu le disais tout à l'heure, Arthur. Faire se dire, mais bien sûr, je voudrais cuisiner comme ça. Ou dire, ah mais oui, c'est ça que ça sent. C'est-à-dire, oh là là, ce bruit des pommes là qui commence à être saisi dans le miel qui est en train de rôtir. Oh là là, j'en sens l'odeur. Réussir à toucher quelque chose d'aussi éminemment essentiel avec la grammaire du cinéma, je trouve que c'est quelque chose de très beau et de très pur. Et le film, ça n'est que ça. Et c'est marrant parce que en y repensant, moi, je pense que l'image qui me reste le plus, je pense que peut-être la plus belle image du film, c'est une image de Juliette Binoche allongée de dos. Oui. La poire. Ah, c'est mon seul reproche au film. Moi. Ah ouais? Ouais. Alors d'un point de vue plastique, je trouve que c'est magnifique. Juste pour préciser, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, il y a un parallèle qui est créé par la mise en scène entre la forme d'une poire et la forme du corps de Juliette Binoche allongée dans le lit. C'est effectivement très très beau. Je trouve que c'est un peu pour le coup surligner le lien entre l'intimité et la cuisine. Je pinaille, mais le truc c'est que quand t'as un film qui est à ce point-là irréprochable, quand d'un coup t'as un plan et que tu te dis ce plan-là il aurait pu ne pas exister, c'est un peu dommage. C'est le seul qui est effectivement un peu symboliquement c'est quand même un petit peu appuyé. C'est une patte lourde quoi, quand même, la beauté de l'image. Et oui, c'est très très beau, je suis d'accord. Moi je me demande si c'est un film qui peut trouver son public. Je sais pas si c'est un film est-ce que c'est un film qui peut marcher selon vous? Moi, je pense que ma grand-mère adorera.
Voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que cette espèce de classicisme, son casting peut attirer, on va dire, ceux qui aiment les films d'époque, les films en costume, qui est un public en soi. Hein, c'est généralement pas nous, mais c'est un vrai public en France, parce qu'on a ce goût du film en costume. Un peu pompeux, comme l'a pu le faire Emmanuel Mouret aussi. Hein, on a ce public-là. Et après, tous ceux qui sont curieux des retours un peu dithyrambiques. Donc je pense que c'est un public curieux, citadin et aussi potentiellement un petit peu plus âgé. Je pense aussi que on est là tout de suite maintenant dans une espèce de bouillon effervescent de poule, bouillon cube. Non, mais il se passe un truc au niveau du public qui est quand même assez sidérant. Il y a 2 semaines est sorti Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, film quand même pas facile, qui a pas mal divisé, qui dure 3h30, sans compter les 20 minutes de publicité au début de chaque séance dans tous les multiplex de France. C'est quand même, faut avoir 4 heures devant soi, quoi. Et le film a tapé un demi-million d'entrées en 1 semaine. Donc là, il se passe un truc. Ça y est, il a passé le million. Hein. Je crois qu'il l'a passé. Après, moi je pense que Dodin a ses chances. Après, Scorsese, c'est pas Tran Anh Nguyen. Ouais, mais Scorsese, il avait plus en salle jusqu'à présent. Hein, donc, mais on fera un point sur le box-office. Mais en réalité, je vais vous dire, c'est un film qui a certes besoin d'un petit, on va dire, d'un petit miracle pour mettre la machine en marche, mais c'est le genre de films qui sont quand même assez propices au miracle et qui, une fois qu'ils mettent la machine en marche, peuvent vraiment surprendre. Je pense, par exemple, c'est pas le même sujet, c'est pas le même metteur en scène, mais en termes la soupe aux choux, parce qu'il y a de la nourriture aussi. Absolument, et des paix. Non mais en termes d'aridité, rappelez-vous qu'un film comme Des hommes et des dieux, qui est un film sur des moines dans un monastère en Algérie qui vont se faire zigouiller. Alors d'accord, il y a Michael Lansdale, mais enfin bon, je veux dire, c'est pas le dernier James Bond, quoi. Et Xavier Beauvois, il se lève pas tous les matins pour faire 2 millions d'entrées, quoi. Ouais. Donc, et ce que je veux dire, c'est que il y a comme ça des films qui peuvent sembler âpres, exigeants et qui des fois tombent très bien avec le public, en phase. On est dans un moment où le public semble être relativement curieux et avoir envie de revenir en salle. Et enfin, je pense qu'il y a aussi une strate de public qu'on a tendance à oublier, qui est le public que je qualifierais de Troisième République mélancolique, réac sans le savoir, mais on vous aime, papy mamie. C'est les gens par exemple qui adorent, et je me classe aussi dedans, hein, c'est pas pour être méchant, mais qui adorent le cinéma de Jean Becker par exemple. Il y en a beaucoup, c'est des films qui engrangent des centaines de milliers, sinon des millions d'entrées, et je pense que sur un malentendu, Dodin Bouffant peut totalement les choper. Après, et puis un dernier point à prendre en considération, même si on aura la shortlist des Oscars que dans quelques semaines, il n'est pas impossible que la promotion d'un film qui va représenter la France aux Oscars et que du coup ça a provoqué un débat parce que pourquoi c'est pas Justine Triet, tiens elle va peut-être faire un discours un peu polémique à Cannes. Je pense que les gens ont peut-être envie d'aller voir le film qui peut potentiellement nous représenter. Je pense que c'est un élément qui va pas chambouler l'intégralité du box-office du film, mais peut avoir son petit impact. La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Nguyen avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Et puis vous pouvez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt dîner sans vin ou baiser sans moustache. Moi, aucun des deux. En tout cas, parlez-nous-en sur nos réseaux sociaux, également sur les applications de podcast, puisque vous savez que il est bien meilleur et surtout bien meilleur de nous écouter sur les applications de podcast où vous pouvez nous écouter de façon bien meilleure. Et on passe donc aux actus, gastronomie toujours, mais plutôt version fast-food. Il y a un film qui sort aujourd'hui et dont nous ne vous parlerons presque pas, puisqu'on va vous en parler maintenant. C'est Five Nights at Freddy's, adapté d'une célèbre saga de jeux vidéo. Et c'est un film qui a explosé le box-office américain, Simon. Oui, en effet. Alors, on va pas s'attarder sur Five Nights at Freddy's parce que, en raison d'une actualité qui est extrêmement chargée, on n'était pas assez nombreux à pouvoir le voir pour pouvoir en parler de manière décente et en détail. On ne voulait surtout pas le faire de manière simpliste et rapide. Donc, je vais pas du tout m'attarder sur le fait que c'est une énorme merde. Et voilà, non, c'est très très mauvais. Notamment si vous aimez la saga vidéoludique, c'est assez triste de voir des gens, on va dire piétiner un univers qui est assez rigolo et ne jamais tirer parti des possibilités offertes par le jeu, qui est un jeu en gros, je vais pas rentrer dans le détail, mais qui est un jeu qui peut être extrêmement stressant. Et bon, là, vous verrez que le stress n'existe pas. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en causer? Five Nights at Freddy's, alors c'est un film, c'est une coproduction Blumhouse. C'est un film qui a coûté $20 millions. Or, c'est un film qui, le week-end de sa sortie, a rapporté $113 millions sur le sol américain, et qui, au total, avec toutes ses sorties internationales jusqu'à présent, a déjà amassé $180 millions. C'est gigantesque. C'est probablement le plus gros démarrage américain de l'année. Alors certes, il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis cette année du fait des grèves des comédiens et des scénaristes, mais il n'empêche, même une année où il y aurait eu pas mal de concurrence, ce serait resté un très très gros démarrage. Et ça doit nous faire penser
on y reviendra au cours de cette émission, que actuellement les super-héros sont à la peine, que ça fait maintenant presque 2 ans qu'ils ont du mal à retrouver leur score, voire qu'ils contre-performent gravement. Or, en quelques mois, on aurait vu s'enchaîner donc ce Five Nights at Freddy's, mais aussi un certain Mario qui a été un des plus gros scores au box-office, et comme je crois nous en parlera un petit peu plus tard Arthur, il y a d'autres sagas vidéoludiques qui s'approchent de nos écrans, qui vont être adaptés très prochainement, et du coup on est un comme petit peu Pong. Évidemment, j'ai hâte. Et oui, on est un petit peu en droit de se demander dans quelle mesure est-ce que on va pas assister, non pas à une disparition du cinéma de super-héros, ce serait ridicule d'affirmer ça, mais d'assister à un déplacement, on va dire, des intérêts du public et des intérêts du secteur de la production pour les franchises et pour la franchisation, et ce pour plusieurs raisons. Tout simplement, de même que il existait dans l'univers super-héroïque des marques très fortes, des créations très identifiées du public, désormais du grand public, il faut pas déconner, encore plus connu du grand public, encore plus pratiqué du grand public, c'est le jeu vidéo qui rappelons-le, est le premier secteur du divertissement industriel mondial, loin devant le cinéma. Le cinéma a donc tout intérêt à s'y pencher, et je pense qu'à côté de ça, les exécutifs de studio n'ont pas manqué de remarquer quelque chose. S'il y avait, on va dire, des communautés de fans, des communautés d'amateurs très structurées, très partageuses, très fortes, des relais très importants autour des super-héros de Marvel, de DC, ces communautés sont encore plus structurées, encore plus agissantes, encore plus puissantes en matière de jeux vidéo, et surtout, elles présentent, à mon sens, je parle d'un point de vue industriel, 2 éventuels avantages pour des gros studios américains. Ces communautés, en plus d'être très structurées, comment dire ça, elles sont connues, certaines, pour leur toxicité, ce qui permettrait d'accompagner un virage, parce que c'est comme ça, hein, le divertissement hollywoodien fonctionne comme un pendule. Après un virage censément ou en apparence plus inclusif ces 15 dernières années, si le gouvernement américain, si on devait encore avoir un shift politique plus à droite, adapter des grosses licences de jeux vidéo, adapter du Call of Duty avec des fans qui veilleront à ce que ce soit bien débile, bien bête et bien nazi, c'est un truc qui peut être intéressant pour des studios américains. Je veux dire, en termes vraiment de perspective industrielle, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Et voilà, et j'avais dit donc qu'il y avait 2 éléments, il y en a qu'un. D'autant que Tetris a déjà été adapté, donc on peut, après Tetris, moi je veux voir Pong. Oui, qui on pourrait voir au casting? Pong, moi j'aimerais bien voir Michael Cera, juste pour qu'il reçoive des balles dans la gueule. D'accord. Kratos de fou. Tellement. Absolument. Réalisé par David Lynch. Alors là, ça commence à m'intéresser à nouveau. Ah bah oui. Là, ça commence à m'intéresser très très fort. Et en fait, ce sera juste David Lynch sur un fond noir qui dit PAON pendant 1h40. Ou avec Marina Abramovic. Du nouveau pour nos amis d'outre-Québec, la Batavia. Vous nous avez peut-être entendu à ce micro il y a 15 jours débattre d'une comédie romantique, belge en l'occurrence. Alors oubliez la Belgique, vive le Québec. La comédie romantique de l'année, que dis-je, de la décennie, elle est là sur vos écrans, c'est pas compliqué, c'est même simple. C'est simple comme Sylvain. T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Fait que, va falloir qu'on se revoie, je crée bien. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Simple comme Sylvain de Monia Chokri avec Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal nous raconte l'histoire de Sophia qui est prof de fac à Montréal. Elle vit sa petite vie d'intello urbaine bien confortable dans un couple où le sexe a globalement complètement disparu et elle va rencontrer Sylvain donc, ouvrier venu faire des travaux dans son chalet, et il n'y a pas que la plomberie qu'il va démonter. Oh non. J'aurais dû la tenir celle-là. Bon, Sophie, c'était l'une de tes palmes d'or alternatives avec Anatomie d'une chute. Pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année, et il est bien parti pour le rester. Je trouve que la comédie, c'est sans doute l'un des genres les plus exigeants. Parce qu'on a souvent tendance à le traiter un petit peu par-dessus la jambe en se disant que si on mettait 2-3 phrases un peu graveleuses et 2-3 effets de montage, d'un coup on avait un truc qui se tenait, on se retrouve avec les films de Philippe Lachaud. Et c'est pas une bonne chose en fait. La comédie est un art qui peut être subtil, qui peut être intelligent, et en fait quand c'est bien fait, pour moi ça devient la meilleure catégorie de film. Qu'une comédie arrive à réunir à la fois quelque chose comme un message très intelligent, une structure narrative, des personnages conséquents, le rire est l'un des meilleurs vecteurs de message. Et je trouve que c'est formidable. Et je trouve que Monia Chokri, elle a réussi à faire une espèce de comédie ultime où la mise en scène est toujours à propos et avec son sujet qui est subtil et brillante en tout point. Je trouve que le film est hilarant.
Mais surtout, il raconte quelque chose d'assez terrible qui est que, en fait, cette prof de fac qui tombe amoureuse, cette prof de philosophie qui tombe amoureuse de ce réparateur, de ce mec de la campagne, en fait, même si leur amour est puissant, ils viennent de milieux sociaux très différents et ça vient sans cesse leur rappeler que le regard des autres peut les séparer. Parce que on vit dans une société où, désolé parce que c'est un peu vrai, on n'arrive pas à vivre un amour comme on peut l'imaginer sur une île déserte où on n'est que deux et où en fait l'amour est le seul vecteur de vie. On vit avec une famille, des amis qui eux-mêmes ont des jugements et qui ne peuvent pas s'empêcher de venir contredire tous les choix moraux, philosophiques, amoureux qu'on peut avoir. Et en fait, ça vient nous rappeler que l'amour ne peut pas être seul et une beauté lumineuse. En fait, la vie, c'est compliqué et Monia Chokri arrive à faire un film ultime pour moi. Vraiment, elle a réussi à faire un espèce de film parfait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Putain, c'est un film parfait. Je trouve ça incroyable. C'est ce qui est intéressant, peut-être, ce qu'on peut commenter, c'est qu'effectivement, la comédie, surtout ce qu'on en connaît en France, a tendance, pas toujours, mais malheureusement de plus en plus, à devenir antinomique avec la mise en scène. On oublie que la comédie, c'est avant tout de la mise en scène, que la mise en scène génère de la comédie, que le slapstick, c'est la mise en scène qui crée des situations comiques, etc. Et là, d'un seul coup, Monia Chokri réinvestit complètement l'espace du cadre, elle réinvestit l'espace de l'image avec un grain, avec des idées de mise en scène à tous les plans. Et en fait, c'est cette comédie-là qu'on aime, Simon. Bien sûr, mais quand on évoquait justement le syndrome des amours passés il y a quelques semaines, je disais justement que si d'habitude je m'intéresse pas beaucoup aux comédies romantiques, c'est parce que je trouve qu'elles sont souvent, pas toutes, trop programmatrices, un peu conservatrices dans leur manière de penser l'amour entre les personnages, et je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de cinéma dedans. Là, voilà une comédie romantique qui éclate, détruit, pulvérise, éparpille façon puzzle toutes mes défiances, parce que effectivement, il y a un soin de mise en scène qui est incroyable, il y a un travail sur la photo, sur le montage, sur l'écriture des dialogues qui est sidérant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que Monia Chokri, elle s'est pas dit je vais faire une comédie romantique, elle s'est dit je vais faire une comédie d'amour. Et effectivement, on va parler de l'amour, mais dans toutes ses facettes. C'est-à-dire que l'amour, c'est de la passion. L'amour, c'est aussi quelque chose qui peut s'installer, qui peut durer. Mais l'amour, ça fait aussi très mal, des fois. Parce que l'autre nous déçoit, parce qu'on se déçoit. Et parce qu'on se déçoit pas tant parce que l'autre serait riche ou pauvre, ou soi-même on serait riche ou pauvre. Elle va nous parler d'une autre forme de possession. Elle va nous parler du capital symbolique. Parce que son héroïne, qui est donc qui est philosophe de formation, si ma mémoire est bonne, elle s'en fiche bien que son Sylvain ce soit un manuel et qui gagne pas énormément d'argent, qui bosse pas à la fac. Elle s'en fout complètement. Lui n'est pas complexé par le fait qu'elle gagne du pognon en allant donner des cours. Par contre, il se trouve que lui, il connaît 3 morceaux de pop, alors que elle connaît tous les opéras de Verdi. Il se trouve que lui, il adore Michel Sardou surtout. Voilà, oui. Ce gag implacable. Oui, absolument. Mais voilà, en fait, dans la bande-annonce par ailleurs. Oui, mais donc c'est une question de capital symbolique. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes référents culturels. Donc nos familles et nos amis n'ont pas les mêmes référents culturels. Et du coup, on se surprend, on s'étonne, on se déçoit de manière parfois extrêmement cruel. Et pourquoi est-ce que le film est si bien mis en scène ? C'est parce que la mise en scène, elle fonctionne toujours sur 2 niveaux. Typiquement, c'est une des premières séquences du film, et ça ne spoile rien, au moment de la rencontre entre nos deux amoureux, on est à travers le point de vue donc de cette jeune femme qui vient découvrir, alors qu'elle ne connaît rien au bricolage, et c'est pour ça que la situation l'embête un peu, elle vient découvrir donc Sylvain qui va faire des travaux dans ce chalet qu'elle vient d'acquérir. Et là, tout d'un coup, elle voit sa silhouette qui se découpe dans le soleil couchant devant le chalet. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fois ça joue au premier degré, ça nous dit voilà un peu le cliché qu'elle a quand même en tête. Elle est déjà en train de penser à se faire planter le Mont-Velu. Et en même temps, il y a tout un second degré, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans une imagerie de roman photo, parce que effectivement, elle se conforme à tout un schème de représentation dont on peut rire et dont on rit avec elle. Et donc tout fonctionne ainsi de la même manière. Un peu plus tard, à un moment, il y aura un plan très beau autour d'un morceau de musique qu'ils écoutent plusieurs fois dans le film. Ce plan, il montre à la fois qu'ils sont complètement séparés du monde, qu'ils ne vivent que l'un pour l'autre et que c'est très beau, et en même temps qu'il y en a un qui porte l'autre et que la chute est plus très loin. Ce que je veux dire, c'est que voilà, pourquoi est-ce que c'est aussi riche, pourquoi est-ce que c'est aussi puissant visuellement ? Parce qu'elle s'inquiète toujours de comment raconter les choses. Alexis. Déjà, en premier lieu, même si je n'irai pas jusqu'à dire comme Sophie que c'est un film parfait, je le trouve
par ailleurs très réussi. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il y a un point commun, ça m'apparaît là pendant l'enregistrement, il y a un point commun entre Tralanoung et Monia Chokri, même si ça paraît pas évident, c'est qu'en fait, ce sont deux cinéastes qui sont revenus à la simplicité induite par leur sujet. Il y a plein de cinéastes un peu médiocres, un peu lambda, je vais pas donner des noms parce que je veux pas me fâcher, mais qui, lorsqu'on leur file un scénario comme par exemple La Passion d'Odin Bouffant, se dirait bon bah le cœur du récit c'est quand même cette histoire d'amour et ce lien entre Magimel et Binoche, du coup on va s'attarder là-dessus, puis en fait la cuisine c'est juste une toile de fond, c'est de l'illustration. Non, Tralanoung il a compris que bah un film sur un gourmet qui est amoureux de sa cuisinière, va falloir filmer de la bouffe. C'est simple, mais ça a un effet dévastateur. Bon bah là, Monia Chokri, elle a un scénario qu'elle a écrit, qui parle d'amour et qui est écrit comme une comédie. Bon bah le film parle d'amour et il est hilarant en fait. Et tu sens que c'est ça déjà, son premier objectif en tant que cinéaste, c'est d'avoir une relation amoureuse qui est crédible et d'avoir des gags, d'avoir un tempo comique, d'avoir une énergie comique. Parce qu'encore une fois, plein de cinéastes de comédie n'arrivent plus à faire parce que ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne le tempo comique, effectivement, ça passe par la mise en scène, mais ça passe aussi par différentes strates de lecture. Et c'est là où le film est génial, c'est que chaque gag n'est pas simplement un gag. Par exemple, il y en a un dans la bande-annonce que je trouve très très drôle, où Sylvain se présente à la belle-sœur de sa compagne, qui lui dit qu'elle s'appelle Camélia, et il ne connaît pas le prénom. Et il bug là-dessus, et l'autre lui répond, comme la dame au camélia, il fait, la dame au quoi? Je comprends pas de quoi tu parles. Ce gag-là, il est très drôle, parce que ça crée un quiproquo familial qu'on a déjà tous vécu, et c'est des situations qui nous parlent, donc elles nous font rire, mais derrière ce gag, il y a effectivement une réalité tragique, dont parlait Simon, c'est cette différence de capital symbolique. Et d'un coup, ce gag, qui va t'attraper instinctivement et te faire rire, 30 secondes après, t'es là, tu dis, le parcours va être compliqué quand même. Et en fait, c'est là-dessus qu'est pour moi la réussite du film, c'est sur sa capacité à systématiquement connecter son humour à quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus humain. Et par exemple, il y a des scènes de sexe où il y a beaucoup de dialogues, des scènes de sexe qui sont par ailleurs très érotiques, il faudra qu'on en reparle, mais il y a beaucoup de dialogues dans ces scènes et il y a les répliques qui sont clairement drôles. Voilà. Et pourquoi elles sont drôles ? Parce qu'elles sont vraies en fait. Et que quand on prend un petit peu de recul sur les trucs qu'on fait au quotidien, y compris les trucs un peu cochons qu'on peut se dire quand on est au lit, là d'un seul coup ça devient drôle parce qu'on a justement ce recul nécessaire pour se rendre compte que quand on est vraiment dedans c'est très mignon, mais quand on est à l'extérieur c'est un petit peu ridicule, et en même temps c'est ça qui les rend humains, et c'est toutes ces petites subtilités qui vraiment rendent le film super intelligent et super plaisant, et surtout c'est hilarant de bout en bout. C'est vraiment hilarant de bout. Et pourtant, le film a des moments vraiment tristes, mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Je reviendrai sur les ruptures de ton un petit peu, peut-être. Vas-y, je t'en prie. Alors, juste un petit truc, je vais venir sur la rupture de ton, mais juste, on parle beaucoup de la photo. Il faut savoir que le directeur de la photographie, c'est André Turpin, qui a notamment beaucoup travaillé avec Dolan. Et donc, on a cette espèce, tu l'as très bien dit, de photo un peu roman photo, un petit peu passé, qui colle complètement et qui rend la chose un peu ridicule et qui favorise ces fameuses ruptures de ton. Parce que, je l'ai dit, le film est brillant, mais vraiment brillant sur son fond comme sur sa forme, et elle arrive sans cesse à nous rappeler que l'amour, comme on peut le rêver au cinéma, qui est une forme de bonheur absolu, en fait ne peut pas être décorrélé de la vie, et la vie c'est un roller coaster émotionnel. Et il y a une scène particulière que je vais pas particulièrement spoiler, mais où on passe de vraiment, ça c'est pas important, mais genre je me masturbe sous la douche en pensant à la nuit où je me suis fait déboîte par le charpentier, et c'est vraiment présenté comme ça quand ses beaux-parents arrivent parce qu'on est dans une relation adultère, et d'un coup on revient à elle confrontée à ses beaux-parents qui ont une relation qui devient compliquée et très triste, et d'un coup qui se réveille en mode mais cette passion-là, même si je le choisis lui, ça ne marchera. Je n'aurai jamais cette passion éternellement, sans dire dans quelle direction va le film. Mais ce rapport de peut-être que sa passion, c'est que le début. Qu'est-ce que pense le personnage à ce moment-là? Oui, bien sûr. Et ça, je trouve que c'est très très fort dans une comédie où vraiment on est presque dans le burlesque à certains moments. C'est même un peu trashos dans la manière de parler de sexe. Il y a pareil un moment qui a pas mal circulé où t'as Monia Chokri qui a un petit rôle dans le film, qui dit que elle aussi elle s'est mise à coucher avec son coach parce qu'elle aussi elle a envie un peu de s'amuser, et qu'elle dit avec coach Hakim on se crache dans la bouche, on est deux petits lamas. C'est hyper trash comme image, c'est hyper drôle, et paradoxalement on revient toujours à mais la société nous impose d'avoir des enfants, de penser la vie à long terme, de ne jamais être dans l'instant. Et je crois que le fait que que Sophia, le personnage, donne des cours de philosophie et parle d'amour et de ce qu'est l'amour en fonction des différents philosophes,
rappelle que même elle, si elle réfléchit au système amoureux et même sociologiquement ce que c'est l'amour, en tout cas au Québec en 2023, personne ne sera jamais d'accord. Et puis de toute manière, l'amour n'est absolument pas une valeur absolue et que malgré tout, ce qu'elle a l'air de dire, c'est que la complexité donne aussi bien des moments d'explosion émotionnelle, fusionnelle, physique, que des grands moments de déchirement. Et de réussir à dire tout ça dans un film d'1h50, je trouve que, encore une fois, c'est un petit miracle. Et il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans les ressorts comiques, c'est qu'évidemment, c'est le choc de deux mondes socioculturellement très éloignés. Et on est quand même souvent, et on reste du point de vue de Sophia, donc, qui est le personnage principal, qui est interprété par Magali Lépine-Blondeau. Et en fait, l'un des ressorts comiques très puissants du film, c'est que le film va se retourner contre elle et que, au contact de cette famille de ploucs, parce que c'est exactement comme ça qu'ils sont présentés. C'est des douchebags. C'est des douchebags. Elle va se rendre compte que son petit milieu intello, bien pensant, du côté du progrès social et des luttes intersectionnelles, et en fait, au moins aussi ridicule, si ce n'est plus grotesque encore, et plus jugeant, et plus toxique que le milieu duquel est issu Sylvain Simon. Oui, absolument. La force du film, c'est pas de dire, regardez, tel milieu, tel type de personne ou tel groupe social a tel problème, pas du tout, mais plutôt de commencer le film avec le point de vue de quelqu'un qui est quand même un peu convaincu d'être dans le camp du bien, d'être dans le camp de la tolérance, et qui du coup se dit mais moi mon charpentier va pas me refaire que la tuilerie, et en plus ça me va très bien qu'il soit charpentier. Et à un moment, cette femme va découvrir que ça lui va peut-être pas tant que ça. Et elle va pas très bien le vivre. Et à nouveau, réussir à faire ça sans que ça devienne non plus une mise en accusation de la protagoniste ou un réquisitoire un peu moraliste, c'est très réussi, c'est très intéressant, parce que ça nous met tout simplement, qu'on soit plutôt du côté Sylvain ou plutôt du côté Sophia, chacun dans la vie, ça nous met tous face à nos limites, aux problématiques qu'on ressent ou qu'on n'ose pas regarder. Et puis moi, enfin, ce qui me touche beaucoup dans le film, pareil, moi, quelque chose qui me rend d'habitude souvent très antipathique, les comédies romantiques, je comprends pas comment on peut vouloir faire des comédies romantiques sans sexe. Je comprends pas. Vu qu'on parle de gens qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui en général, en plus, vont choisir de passer le reste de leur vie ensemble parce que c'est comme ça un couple. A priori, quand même, c'est que ils ont un tout petit peu envie de se farcir la motelette, quoi. Et on en est à la troisième. Hein. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième, mais la première comptait double, hein, parce que putain, c'est clair. Waouh. Mais donc, si tu veux, je comprends pas d'habitude pourquoi les comédies romantiques sont à ce point-là pudibondes. Je dis pas que toutes les comédies romantiques devraient ressembler à Short Bus, enfin si, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vraiment, je trouve que c'est vraiment un espèce d'angle mort très étrange de ce genre. Or, ce qui est super intéressant dans Simple comme Sylvain, c'est pas tant qu'il y a du sexe, c'est pas tant qu'il y en a régulièrement, c'est pas tant qu'il soit graphique ou pas, c'est qu'il y a du désir. Il y a du désir, en l'occurrence du désir féminin, et c'est moins souvent représenté, donc on en est curieux, c'est bien, c'est cool, ça fait du bien. Mais surtout, c'est important de montrer du désir, pas juste une espèce d'étape obligée ou de truc qui serait là pour gratifier le spectateur et lui faire « Allez hop, c'est parti, un peu de cuisse, un peu de poil, mesdames et messieurs, on y va !» Mais tout d'un coup, ce personnage, Sophia, elle a un élan pour cet homme qu'elle veut assouvir, qu'elle veut vivre, qu'elle veut partager, et c'est ça qui fait que c'est beau, c'est ça qui fait que c'est aussi puissamment érotique, parce que la première scène de sexe, je dis pas de conneries, ce qu'on voit en gros de la scène de sexe, c'est ses narines et ses lèvres. Hein. Grosso modo, on ne voit à peu près que ça. Du haut. Oui, absolument, tout à fait. Celle avec lesquelles elle sait faire l'alphabet. Et donc tout simplement, c'est une séquence qui a une puissance érotique et qui est d'une beauté plastique absolument sidérante. Mais pourquoi, encore une fois? Parce que oui, ça fait tellement de bien de voir une comédie romantique où on l'a dit, on pense, mais où également on vit. En fait, il y a un truc aussi, c'est que en termes de caractérisation de personnage, je trouve ça vraiment, vraiment super fort et très pertinent, très lucide. C'est qu'on a donc un personnage qui a pas n'importe quel métier quand même. Elle est professeure de philosophie pour le 3e âge, mais ça veut dire qu'elle a une vraie culture philosophique, donc elle a un bagage théorique qui, sur le papier, devrait lui permettre à comprendre un petit peu le monde, comprendre un peu les mécanismes de la société, et puis être potentiellement capable d'anticiper certaines situations parce qu'elle a un certain mindset, elle a une certaine capacité de se projeter dans des situations sur la base des différents principes philosophiques qui sont peut-être les siens. Et ce que le film va mettre en scène de manière assez implacable et assez ironique, c'est qu'en fait, la réflexion et l'action sont complètement décorrélées et que cette meuf-là, qui certes
entre gros guillemets, Nicolas. Oh là là, je me suis rattrapé. Voire même énorme guillemets. Non mais entre guillemets, elle pense bien. Néanmoins, on comprend très vite que si cette passion aboutit effectivement à quelque chose, elle n'y aura été pour rien. Et si cette passion n'aboutit à rien et se casse la gueule, elle n'y pourra rien. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est de montrer que quand il s'agit d'élan pulsionnel, passionnel et sexuel et amoureux, bah en fait, on est complètement, j'ai pas envie de dire esclave, mais on est complètement soumis à ces désirs-là. Et c'est là où toute la lecture sociale du film prend sens, c'est que la société lutte contre ça et est construite en grande partie pour lutter contre ça, alors que c'est précisément ce qui nous définit comme humains en fait. Et c'est là où le film, je trouve, atteint une profondeur que je m'attendais vraiment pas à trouver dans ce qui, encore une fois, m'a été vendu comme une comédie romantique, quoi. C'est dire encore une fois, la profondeur du film. Mais par exemple, il y a un truc extrêmement intéressant. La famille de Sofia est ce qu'on pourrait appeler des bobos islamo-wakistes. Et ce qui est super intéressant, c'est que on en a vu des comédies à la con qui essayent de parodier les urbains branchouillés, persuadés d'être dans le bien. On en a vu beaucoup. On a rarement trouvé ça très drôle ou très fin. Là, il y a cette séquence incroyable de confrontation familiale où Sylvain se retrouve devant toute sa belle famille, qui ne sont que des gens qui sont persuadés d'être du bon côté, d'être éveillés, attentifs, machin, dont on va se foutre, parce qu'on se fout de leur gueule terriblement. On se fout de leur gueule, pas parce que c'est pas bien de faire partie de ce camp-là. On se fout de leur gueule parce que eux, tous leurs mécanismes, soi-disant d'ouverture et de défense des minorités, ne font que les mettre sur un piédestal et écraser qui est différent. Et ça, c'est intéressant comme point de vue, et ça marche. Le petit gag sur IL, perso, ouais. Il est incroyable. On vous laisse le découvrir. C'est ta date de naissance ? Non. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Simple comme Sylvain, eh bien ça tombe bien, puisque sa réalisatrice et sa comédienne sont dans notre épisode bonus de la semaine, puisque tu les as reçus, tu as pu discuter avec elles. Sophie, raconte-nous tout, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elles t'ont dit, et peut-être qu'on peut en écouter un petit extrait ? Ah bah oui, c'est tout à fait possible. Allez. Il faut créer tout de manière bienveillante. C'est très flamboyant, la sexualité, mais l'abus puis la domination sur un plateau, elle peut venir d'autre part aussi. Le métier d'acteur, ça peut être un métier vraiment d'humiliation très rapidement. C'est vrai qu'on a beaucoup romantisé le processus douloureux de la création, comme si la valeur était plus grande dans le malheur ou dans la souffrance, alors qu'il y a beaucoup de liberté dans la joie. Il y a beaucoup d'abandon dans la confiance. Sophie, raconte-nous cette interview avec Monia Chokri et Magali Lépine-Blondeau. Elles sont absolument magnifiques, les deux. Elles ont une présence formidable et j'ai pu, vous l'entendrez, revenir sur le merveilleux discours qu'a fait Monia Chokri à Cannes sur la notion de génie et de bienveillance sur les plateaux de tournage, mais dans la vie en général, et comment on s'endort bien meilleur être humain quand on a eu l'impression de faire son travail avec bienveillance et d'avoir apporté au collectif, et je pense qu'elles ont toutes les deux collaboré pour faire de ce film ce qu'il est, à la fois moralement, socialement et en tant qu'objet beau et intelligent et divertissant, et donc c'était une super interview, puis vive le Québec, quoi. Et pas seulement libre, même soumis. Non, pardon. Foncez en tout cas écouter cette super interview de Monia Chokri et de Magali Lépine-Blondeau qui est disponible eh bien en même temps que ce podcast. Vous nous dites évidemment ce que vous en avez pensé. Je suis au regret de vous dire que Eric Neuf a adoré Simple comme Sylvain. Bah voilà, tout le monde... Hein, parfois il y a des dérapages. Voilà, même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Voilà, c'était Simple comme Sylvain de Monia Chokri avec Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt simple comme Sylvain ou sous comme Simon ? Vous pouvez nous le dire évidemment dans les commentaires. Ça m'est pensé d'ailleurs à cette histoire. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire à un bûcheron qui s'évanouit ? Du bûche à bûche. Bravo ! Oui, c'est une bonne réponse. Bravo, bien bonne réponse. Et ouais, c'est vous pouvez la sortir en non. Ou non. La blague, oui. Bah, oh, ta gueule, Sylvain. Non, pardon. Allez, vous avez peut-être vu cette affiche énigmatique affichée dans les rues de votre grande ville de proximité. Quel est donc cet étrange film sobrement intitulé The Killer avec Michael Fassbender diffusé sur Netflix ? Eh bien oui, quel est donc ce film ? Puisque comme son affiche ne l'indique pas, il s'agit du nouveau film
d'un réalisateur pourtant peu connu du grand public, David Fincher. Voilà les conditions. Mon approche est purement logistique. The Killer de donc ce fameux David Fincher, qui est-il? Vous allez nous en dire plus. Avec Michael Fassbender et Tilda Swinton. L'histoire, comme son nom l'indique, est celle d'un tueur à gages froid, méthodique, implacable, jusqu'au jour où... alors, Alexis, raconte-nous ce réalisateur... qui est-il? Son nom ne mérite pas de figurer sur les affiches. Ouais, non, je sais, mais je pense que vu la gueule de The Killer, il va certainement faire des trucs intéressants par la suite, je pense. C'est un petit gars à suivre. Non, bon, évidemment, blague à part, c'est donc le nouveau long métrage de David Fincher qui effectivement s'est fait invisibiliser de l'affiche de son propre film, ce qui est quand même une dinguerie. Et en même temps, ça fait quand même depuis le lancement de Netflix, il y a maintenant plusieurs années, que quand vous cliquez sur la petite miniature d'un film sur Netflix et qu'on vous donne des infos, il n'y a jamais le nom du cinéaste. Ouais. Jamais. Ça en dit long quand même sur la stratégie de la plateforme, sponsor de la Cinémathèque française par ailleurs. En fait, et bim. Non, mais en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Ils donnent du pognon à la Cinémathèque française. Ils le font pour des mauvaises raisons certainement, mais ils le font. Bon, The Killer. C'est particulier parce que il se trouve que moi il me manquait un seul et unique film de la carrière de Fincher avant de voir The Killer, c'était Mank, que je n'avais justement pas vu parce que à l'époque il y avait eu 2-3 projets exceptionnels sur Paris en salle que j'avais raté, et ça me faisait vraiment de la peine de mater un film de David Fincher sur mon petit écran d'ordi, parce qu'à l'époque j'avais pas encore de télé chez moi, en tout cas pas digne de ce nom, donc je ne l'avais pas vu. Je l'ai rattrapé dimanche. C'est de loin le plus mauvais film de la carrière de David Fincher. De loin. C'est vraiment c'est un semi-plantage, parce qu'il y a des trucs intéressants, mais c'est quand même un semi-plantage. Oh non. Et en fait, alors. Non, The Killer. Attendez, on s'éparpille pas. Non, The Killer, monsieur. Non, mais je ne m'éparpille pas, mais mine de rien, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans Mank, et qui est à rapprocher, à mon sens, de The Killer. Fincher, faut le savoir, c'est quand même un cinéaste qui a commencé dans la publicité et les vidéoclips, donc c'est quand même un le vidéoclip. Mais t'as quel âge? Allez, vous voulez bien laisser terminer Monsieur Roux, s'il vous plaît, Monsieur Chios. Quand tu dis clip, ça peut être une publicité ou un clip musical, donc on dit vidéoclip pour le clip musical, tu le sauras la prochaine fois. Et bim. Donc, et boum. Pas volé celle-là. Où en étais-je? Oui, voilà, c'est bon, je reboucle avec mon truc. Fincher, il commence dans le clip musical et dans la publicité. Il va passer à la réalisation avec un premier film qui est donc Alien 3, qui est un projet de commande. Il va se faire complètement marcher dessus par le studio à tel point que encore aujourd'hui, il renie complètement le film, il refuse qu'on lui en parle. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un cinéaste qui ne se conçoit pas lui-même comme un auteur. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que faut savoir que la différence fondamentale entre Netflix et les grosses majors hollywoodiennes, en tout cas les majors hollywoodiennes, il y a, on va dire environ une petite dizaine d'années, parce que je pense que ça a beaucoup bougé pendant cette dernière décennie. Netflix, ils financent des projets, ils achètent des marques, ils se disent tiens, on va acheter la marque Martin Scorsese, on va acheter la marque Guillermo del Toro, on va acheter la marque Spike Lee. Mais ce ne sont pas des producteurs. Ils sont pas là pour encadrer les cinéastes et pour les accompagner pendant leur démarche créative. Ce qui est normalement le cas d'un studio hollywoodien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Fincher, il arrive sur Netflix avec Mank, donc il se retrouve dans cette situation-là. Il arrive avec Mindhunter au départ. Alors, Mindhunter est une série, c'est pas la même chose, et c'est pas sa création. Il en signe la charte artistique, il en réalise quelques épisodes, mais c'est pas sa création. Mank, c'est son projet le plus personnel, parce que c'est le scénario que son père avait échoué à faire tourner, donc il arrive, il fait ce film-là, qui est un film esthétiquement beaucoup plus fragile et beaucoup plus maladroit que ses précédentes productions, qui a des vrais gros problèmes de narration et de caractérisation de personnages, qui a des problèmes de photographie, parce qu'il y a vraiment des problèmes pas techniques, mais des problèmes d'intention qui ne ressemblent pas à David Fincher. Et là, à l'époque, les détracteurs de Mank se disent merde, Fincher qui arrive chez Netflix, il lui manque un encadrement, il lui manque quelque chose. Je pense que c'est un peu le problème de The Killer. Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant The Killer, je vais terminer mon premier tour de table là-dessus. Je trouve que c'est un film qui est assez plaisant, qui est assez efficace, qui pour le coup est visuellement très intéressant, qui est porté par un acteur que personnellement j'adore depuis toujours, mais que je trouve là particulièrement possédé par son rôle, alors que pourtant c'est un rôle très minimaliste, donc il faut fournir beaucoup de choses pour lui donner corps à ce personnage-là. Je trouve que Fassbender y arrive vraiment très très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent dans le film, mais j'ai des grosses limites avec, et j'y reviendrai dans un second temps parce que j'aurais besoin de développer un peu. Et on va faire un premier tour de table. Je viens d'apprendre, je suis un peu sous le choc, que parmi les vidéoclips, et tac, que David Fincher a réalisé, il y a Bamboléo des Gypsy Kings. Sophie, The Killer. Bamboléo, pardon. Bamboléo.
On adore les Simon a deep une choré là-dessus incroyable, mais il lui faut un peu plus de tequila. Sachez aussi, moins de demandes. sachez aussi qu'il a fait un clip de Michael Jackson sans Michael Jackson. Voilà, je vous raconterai ça à la fin de la discussion. Si on est sage. Donc, les Gypsy Kings... Bah non, pas ça. Donc, The Killer... The Killer, j'ai des limites. Je trouve que c'est un très bon divertissement. Je trouve qu'il s'éparpille vraiment trop. Je vais m'expliquer. La première partie, c'est chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui se tourne à Paris. Ceux qui sont à Paris ont même fait une espèce de chasse pour savoir où est-ce que Fincher allait tourner, pour essayer de le croiser. Il y en a même autour de la table qui ont fait ça. Je ne citerai pas, Alexis Roux. Mais j'y suis allé du coup. Bah oui, donc voilà, super. C'est Alexis qui joue le Bob de Michael Fassbender. Et il le fait particulièrement bien. Donc dans toutes les scènes où Michael Fassbender porte un bob pour jouer à un espèce de touriste allemand qui finalement tue des gens, c'est super. C'est-à-dire qu'il y a un rythme et surtout il y a une vraie métaphore du cinéaste sur comment il va regarder dans une lunette pour montrer un petit peu les aléas possibles de la vie d'un réalisateur. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez énigmatique et on retrouve un peu le Fincher très structuré, minutieux qu'on pouvait avoir. Moi, mon film préféré de Fincher, de loin, c'est Zodiac. Zodiac, je trouve que c'est chef-d'œuvre absolu. Je trouve que tout est parfait. Et là, je retrouve vraiment du Zodiac dans toute la première partie à Paris. Et après, étrangement, je trouve que le film devient super programmatique. C'est-à-dire qu'on a ce tueur qui a fait une erreur au début du film et qui va essayer de rattraper son erreur tout le long. Donc du coup, ça devient, il rencontre un personnage A qui l'amène à un personnage B, qui l'amène à un personnage C, et au final, il y a une espèce de redondance et même des images qu'on a déjà vues ailleurs, des batailles des combats qu'on a déjà vus ailleurs. Et franchement, je commençais presque à m'ennuyer parce qu'il y a assez peu d'imagination dans le reste du film. Ça veut pas dire que c'est mal réalisé, ça veut pas dire que c'est pas très bien incarné, mais malgré tout, il y a un moment où le film m'ennuie. Alors que la première partie était tellement forte, je trouve qu'il y a notamment un travail sur la chanson, les chansons du groupe The Smiths qui sont, c'est super parce qu'on passe de musique extra-diégétique en passant d'un écouteur à la musique du film. Extra-diégétique. Voilà. C'est super intéressant et surtout hyper signifiant. Et à un moment, j'ai l'impression que le film devient uniquement narratif. Et là, ça me perd. Arthur Sios, vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est parce que je sens qu'il y a une petite tension entre vous et Alexis Roux. J'aimerais que écoute, depuis qu'il m'a pris de haut sur les vidéoclips, comme dit les gens de 70 ans. Non. Il y en a des biens, comme dirait quel que soit leur âge. Moi, The Killer, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. C'est un film que j'ai découvert à la Mostra de Venise. Et c'est un film que j'ai pu voir sur un très bel écran de la Mostra. Et peut-être que... Tu l'as pété 2 secondes ou pas Allons, parce qu'en fait, il l'a vu en italien, il a rien pané. Non. The Killer, c'est pour moi un des plus grands films de l'année. Ce sera, je pense, dans mon top de l'année très, 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 très facilement. Et c'est pas loin d'être pour moi un des meilleurs Fincher. Après, bon, Fincher, c'est compliqué parce que je considère que sur ce 12 films, il y en a à peu près 11 qui sont des chefs-d'œuvre. Mais moi, il y a un truc, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Je sais pas par quoi commencer ce tour de table parce qu'en fait j'ai 1000 trucs à dire. Il faut savoir qu'au départ, Le Tueur, c'est une BD. C'est une BD française co-signée par Luc Jacamon et Mats que Fincher connaît depuis des années puisque à l'époque de Fight Club, il avait déjà signé pour avoir cette adaptation qui n'a pas pu se faire, mais au final, il faut savoir que David Fincher a co-scénarisé une BD avec Matt. Si vous ne le savez pas, il y a une BD d'Alia Noir co-scénarisée par David Fincher. Et bref, ça fait longtemps qu'ils veulent bosser ensemble. Et en fait, moi, il y a un truc qui me fascine chez Fincher, c'est quand on voit les projets, c'est ce que tu disais Alexis tout à l'heure avec Mank, les projets qu'il fait, qu'il a vraiment très envie de faire. Et ça se ressent, je trouve. Ce sont à chaque fois des projets où il va essayer d'apporter des choses nouvelles dans sa filmographie et de se réinventer un petit peu. Ça se ressent dans Zodiac où il va aborder le numérique à fond les ballons. Ça se ressent dans quasiment la moitié de ses films. Benjamin Button, que je considère comme étant un de ses plus grands films, mais vraiment. Et The Killer, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, donc comme l'a dit Sophie, il parle de lui tout du long. C'est un film sur un homme qui a un contrat à remplir, qui est extrêmement méticuleux et on peut dire très chiant. À quel point il est méticuleux. On sait tous que David Fincher est un cinéaste qui demande de faire des dizaines et des dizaines de prises. Il a un contrat à remplir. TikTok, il a un petit contrat à remplir avec Netflix aussi. Il le rate. Spoiler, il n'y a pas de saison 3 Mindhunter parce que ça n'a pas fait le succès qu'on lui connaît. Enfin, c'est un film qui parle de lui-même, mais c'est pas que ça. Moi, je trouve que c'est un film qui parle de son époque comme Fincher l'avait pas fait depuis vraiment longtemps, à savoir que c'est quand même un tueur qui n'utilise
que la technologie accessible pour faire tout ce qu'il doit faire. Il utilise Amazon, il va bosser chez WeWork. Et en fait, c'est un vrai commentaire sur notre époque et c'est une vraie critique du capitalisme actuel que je trouve mais remarquablement pertinente. Et en plus, là où je suis pas du tout d'accord avec Sophie, tu disais les combats, je les ai déjà vus ailleurs. C'est qu'à moitié vrai. En vrai, on va se dire, il y a une seule salle de baston. Oui. C'est une scène en Floride. Elle est sombre. Incroyable. Elle est sombre. Incroyable. Elle est sombre de ouf. On distingue à peine les silhouettes. Elle est incroyable. Il y a eu oui, mais plusieurs... est-ce qu'elle est sombre? Elle est sombre. Incroyable. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis avant la sortie du film parce que il se trouve que Steven Soderbergh, cinéphile qu'il est, a pu clamer dans des interviews, notamment à l'époque de Magic Mike XXL, que oui, moi j'ai vu The Killer déjà 7 fois. Et en fait, on sait que Soderbergh a aidé David Fincher sur ce film. Et je suis désolé, mais cette scène de baston-là, je la vois. Je me dis, ok, ça c'est Soderbergh. C'est Soderbergh dans Piégé, précisément. Piégé, c'est un film incroyable et incroyablement sous-coté de Soderbergh où chaque coup est un poids à l'image. Où vraiment on sent chaque choc. C'est une incroyable technique de mise en scène et je sens à quel point Soderbergh il a aidé là-dessus. Moi, c'est un truc que je trouve incroyable qu'un mec comme Fincher puisse avoir de l'aide de Soderbergh là-dessus. Piégé dans lequel il y avait déjà Michael Fassbender d'ailleurs. Exactement, qui se fait démolir dans une chambre d'hôtel. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un film qui réussit à contourner à plein de moments justement tout ce qu'on attend de ce genre de film-là pour la simple et bonne raison que, comme j'ai dit, il n'y a qu'une seule scène de baston. Parce que tout le reste, c'est une préparation mais c'est un tueur à gage, on n'attend pas forcément des bastons. Mais bien sûr que si, mais évidemment qu'on attend des scènes d'action d'un film comme The Killer. Et il n'y a pas de scène d'action. Et c'est là où le film prend un contre-pied incroyable. La première scène, tu l'as dit, c'est une demi-heure de huis clos avec Fassbender qui est enfermé dans une pièce qui attend que la cible arrive et qu'il puisse enfin tirer sur la gâchette. Et ça, c'est super. Ouais, c'est super. Et après, donc tu te dis, là, il va se venger, il va buter tout le monde. Eh ben, c'est pas si simple que ça. Il y a une vraie notion de préparation, il y a une vraie construction narrative. Il faut savoir que c'est l'adaptation, donc je l'ai dit, d'une BD où il y a, je crois, une dizaine de tomes. Et en fait, il va piocher un peu dans le premier, un peu dans le cinquième, il va mélanger les éléments, il va essayer de réduire un petit peu, et je trouve qu'en fait, il en fait son film le plus épuré. C'est son film le plus minimaliste, et en fait, c'est hyper décontenançant, mais je trouve que c'est d'une réussite incroyable. Mais est-ce que au fur et à mesure, effectivement, après l'échec de Mank, vous trouvez pas que le cinéma de Fincher a quand même tendance à devenir un peu rubigineux? Eh bien ouais, c'est-à-dire quoi? Ah oui, rubigineux qui est plein de rouille, qui est de la couleur de la rouille. Est-ce qu'il est pas un peu rouillé? Pas du tout. Alors là, pardon, je trouve pas du tout. Alors non, je dirais pas qu'il est rouillé du tout. Par contre, je trouve qu'il a pris quelques chemins de facilité dans ce film, et notamment sur peut-être que ça vient de la BD, hein, mais peu importe. Je trouve que d'un point de vue cinématographique, ça marche pas du tout. C'est, tu vois, tu dis, cette scène de combat, on l'a jamais vue comme ça, on l'a jamais vue de cette manière, parce qu'en plus, il y en a très peu, etc. Oui, mais c'est annoncé dans le carton-titre. Et les cartons-titres sont dégueulasses. C'est-à-dire que la police ne va pas, c'est moche, ça a vraiment un côté Netflix débile, comme le générique de début. Le générique de début, c'est genre, on est rentré, on l'a vu en projo presse avec Alexis, y a pas du coup vraiment de générique, mais juste une espèce de musique un peu forte avec comme des slides un peu PowerPoint, un peu stylés. Ouah, t'abuses. Non, mais pourtant, Fincher a toujours été assez attentif à ses génériques. Et là, je trouve que c'est son pire. Mais en fait, je parlais de Mank tout à l'heure et des problèmes que me pose Mank, et surtout du fait que je trouve qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent pas dans Mank, alors que jusqu'à présent, ça fonctionnait très bien chez Fincher, à commencer par la narration qui est absolument incompréhensible. Je pense que c'est lié à Netflix. J'en suis persuadé. On l'a vu, hein, c'est pas nouveau. Il y a des cinéastes qui sont allés chez Netflix et qui ont réalisé un film, d'un coup, tout le monde s'est dit, mais pourquoi ce film est si fragile? Pourquoi c'est si mal foutu? Le dernier Spike Lee, par exemple, avait été largement commenté à ce sujet-là. Mais ce qu'on a tendance à dire, à savoir les grands cinéastes vont faire leurs mauvais films chez Netflix. C'est un peu ça. Bon, pas Quaron, il y a quelques exceptions. Quaron, il l'avait déjà tourné, il cherchait un distributeur. Le truc, c'est que là, moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est qu'effectivement, il y a des éléments qu'on attend d'un film de David Fincher, effectivement, le générique, toujours souvent, pas tout le temps, mais souvent très travaillé chez Fincher, le générique de Millennium, par exemple, qui était vraiment une espèce de court-métrage expérimental, avec un remix de Led Zeppelin complètement fou. Seven, les enfants. Le Seven qui change l'histoire du générique, qui renouvelle en tout cas l'histoire du générique depuis Hitchcock. Qui est peut-être le générique le plus copié. Bien sûr, mais qui est incroyable. Et puis le générique de fin à l'envers. Mais parce que David Fincher vient du clip et de la pub. Donc David Fincher vient d'un univers extrême. Mais il vient d'un univers où la plastique, l'esthétique et l'impact généré par une plastique ou un esthétique est primordial. Ça coule dans ses veines. Ça fait partie de son ADN. Là, effectivement, le générique
il est beaucoup trop rapide. 2, il n'introduit pas correctement l'atmosphère et l'ambiance visuelle de la scène qui suit. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que je grossis un tout petit peu le trait. J'ai l'impression qu'on a mis un film, on a laissé le générique d'ouverture, puis on a zappé sur The Killer. Je trouve qu'il y a une vraie dichotomie. Ça a l'air d'être un pinaillage. Le problème, c'est que c'est un problème qu'on retrouve à plein de niveaux dans le film. Fincher, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est peut-être un cinéaste méticuleux, c'est peut-être un cinéaste un peu obsessionnel sur les bords parce qu'il fait effectivement des dizaines et des dizaines de prises et ça énerve parfois beaucoup ses acteurs et ses techniciens. Fincher n'est pas un cinéaste du contrôle ou de la maîtrise. Ça, c'est pas vrai. Dans tous les films de Fincher, a fortiori dans les films qu'il réalise depuis Zodiac, il est question de personnages qui essayent désespérément de contrôler leur environnement et qui ne vont jamais y arriver. Dans Zodiac, on a ce personnage joué par Jake Gyllenhaal qui veut absolument résoudre l'énigme, il veut trouver la clé, il veut reprendre le contrôle sur l'histoire, il n'y parviendra pas. Dans Gone Girl, on a le personnage de Ben Affleck qui va essayer tant bien que mal de contrer la machination qui se joue contre lui, c'est peine perdue. Là, on a un film qui démarre à peu près sur les mêmes bases, puisque nous avons une séquence d'ouverture qui est effectivement magnifique, qui en plus joue sur une métaphore assez évidente, mais plutôt plaisante et plutôt maligne du geste de création cinématographique, parce qu'on a ce personnage qui observe une chambre depuis l'autre bout de la rue, et cette chambre, évidemment, ça renvoie à fenêtre sur cour, ça peut tout aussi bien être le cadre d'une caméra que les photogrammes d'une pellicule, donc en tout cas, c'est un personnage qui, comme un cinéaste, pose un point de vue sur le monde, il a un objectif à atteindre, un scénario, entre guillemets, on lui a confié une mission, voilà, toi, tu dois tuer machin, fin du film, et il observe ce monde à travers la lunette de visée d'un sniper. La lunette de visée d'un sniper, c'est l'objectif d'une caméra. Tout ça est assez limpide, mais mine de rien, ça pose les bases. Et c'est très bien fait. Mais surtout, on me montre que ce personnage-là, il est dans la maîtrise totale et absolue de lui-même. En fait, c'est un personnage post-humain. Fincher, quand il filmait The Social Network, il nous racontait l'avènement d'une nouvelle génération qui bousculait complètement les codes de ce qu'allait être la virilité, de ce qu'allait être l'homme de demain. En l'occurrence, un être technologique. Et c'est exactement ce que veut être le personnage de Michael Fassbender. D'ailleurs, il n'a pas de nom. Il veut s'intégrer le plus possible dans le flux du monde capitaliste mondialisé d'aujourd'hui. Quand il prend l'avion, on ne le voit jamais en train de prendre l'avion. C'est-à-dire que les trajets sont complètement ellipsés dans le film, donc on a vraiment l'impression que c'est un être totalement globalisé. Comme dans Fight Club. C'est clairement son objectif, sauf que ce que nous dit la séquence d'ouverture, et ce que d'ailleurs nous répétera le film plusieurs fois, et ça aussi c'est un problème, c'est que c'est un film qui radote un peu, à la fin de la scène, il va se passer quelque chose qui fait que d'un coup, la réalité revient dans la gueule du personnage, et c'est une réalité qui est forcément imprévisible, chaotique, sur laquelle il est impossible de maintenir le contrôle. Et ça, c'est le mantra de David Fincher en tant que cinéaste, il l'a toujours dit. Quand Frédéric Bonotti l'a interrogé à la Cinémathèque française, j'ai eu la chance d'assister à cette masterclass, il y a un moment où il lui dit, quand on voit The Killer, on a vraiment le sentiment que c'est un exercice de style autour de la question de la maîtrise. Et la maîtrise, on le sait, caractérise votre art. Et Fincher lui a répondu, moi sur un plateau, je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien. Faire du cinéma, je le cite, c'est mener une exécution militaire organisée par des enfants précoces. Il n'y a pas de contrôle sur un plateau de cinéma. La seule chose que vous essayez de faire, c'est de limiter le chaos. Du coup, je me demande pourquoi ce film, dans son esthétique, dans sa narration, est à ce point-là sur des rails. C'est la première fois face à un film de David Fincher que je me dis, mince, le reproche que j'entends à chaque fois qui d'ordinaire me casse les pieds à savoir que Fincher c'est trop propre, c'est trop clinique, il y a pas d'émotion. Alors que moi je trouve que c'est pas vrai, c'est un cinéma hyper viscéral et hyper profond. Et là j'ai vraiment l'impression que le mec il est en pilote automatique du début à la fin. Alors c'est un pilote automatique 3e classe, tout frais payé, c'est vraiment plaisant. Oui, première classe, pas 3e classe. Pardon. Non mais c'est un film plaisant, mais c'est un film qui à aucun moment ne va me bousculer alors que tous les Fincher jusqu'à présent me bousculaient. Sauf Mank. Sauf The Killer. Donc moi je pense qu'il y a une transition vers le cinéma de plateforme et vers les logiques de production des plateformes qui a fait du mal au cinéma de David Fincher. Bah, je comprends ce que tu dis et il y a quand même une différence vraiment entre Mank et The Killer, c'est que je pense que Mank était un gros kiff égoïste. Alors, on aime, on n'aime pas, mais on sent que c'est un film qu'il a voulu faire pour lui-même, comme tu l'as dit, parce que c'est le scénario de son père, parce que c'est une histoire qui lui est chère, pas tant de savoir qui est le vrai auteur de Citizen Kane, mais juste cette histoire de ce vieil Hollywood, de la notion de l'auteur, etc. Ça, c'était un truc qu'il avait envie de faire pour lui. C'est pas un truc que je ressens avec The Killer. Je pense pas que c'est un film qu'il ait fait pour lui. Moi, je vois que c'est un gros kiff altruiste et qui est généreux. Alors, qui est généreux décontenançant parce que ça va pas reprendre justement cette générosité de glauque qu'on connaît chez lui, de violence qui fait partie de son ADN de base. C'est un film qui va essayer, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qui essaie de réinventer la recette Fincher. Et malgré tout, un polar sur un tueur, quelqu'un qui essaye de rattraper, enfin, en fait, il a déjà fait Millennium.
Il a déjà fait Millennium, donc il essaye de faire tout à fait autre chose. Et encore une fois, c'est un film qu'il a envie de faire depuis plus de 20 ans. Donc moi, je vois là un cinéaste qui dit comment je peux aborder une histoire, un thriller avec un tueur, etc. Comment je peux l'aborder d'une manière tout à fait différente en collant à une BD. Moi, je vois le chapitrage comme un chapitre de BD. Il y a 6 tomes, tu suis les tomes, à la fin, t'as un début, une fin, et ça se tient. Et je trouve pas que ce soit sur les rails parce qu'il y a des moments où je vois la folie de la caméra qui fait des trucs. Moi, vraiment, la scène de baston en Floride, je la trouve autant maîtrisée que chaotique. Et je la trouve incroyable pour ça, parce qu'il y a des moments où tu te dis, ok, donc ça, ce mouvement qui va comme ça et qui bouge et qui va par en dessous, ça, c'est sûr que c'était anticipé. Mais il y a des moments où je me dis, ça, c'est sûr qu'il y a de l'impro. Et en fait, je vois le chaos qui ressurgit par moments. Je suis persuadé que le dialogue qu'il y a avec le personnage de Tilda Swinton, il y a forcément eu des moments où il y avait un petit peu d'impro, où il y a eu un petit peu de liberté qui se dégageait. Ah non, mais ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que non. Fincher, il fait 40 prises par plan, donc c'est sûr que non. Ouais, mais je suis sûr que... C'est sa manière de fonctionner. Hein, oui, je sais, mais ça n'empêche que moi, je vois ce dialogue-là et je le trouve d'un naturel fou. Enfin, je ne le vois pas sur des rails, justement. Mais en fait, moi, il y a tout le pan du truc, je le vois, où je me dis, ok, je ne sais pas ce qu'il va faire après. Il va faire ça, il va acheter une benne, il va acheter... Ok, je ne sais pas ce qu'il va faire. En fait, le problème, c'est que, pardon, mais je sais exactement comment va finir cette séquence, parce que je peux prédire, exception faite de la scène d'ouverture, et c'est pour ça que c'est ma préférée, je peux prédire la fin de toutes les séquences du film avant de les voir. C'est ce que j'ai fait quand je l'ai vu. Et je suis jamais tombé faux. Parce que, mine de rien, la figure du tueur à gages, que ce soit au cinéma, dans la BD ou même dans les jeux vidéo, parce que le film est par moments vraiment très inspiré par la franchise Hitman, et tout particulièrement par les derniers, qui étaient eux-mêmes complètement biberonnés à l'esthétique de Fincher. Moi, je trouve que, je suis désolé, pour moi, oui, il est en pilote automatique. Et il y a un manque de surprise, et il y a un manque de fièvre, il y a un manque de flamme, qui fait que ce film-là, aussi plaisant soit-il, il est mineur dans sa filmographie. Pour moi. Eh bien, The Killer de David Fincher, c'est donc sur la plateforme qui s'appelle Netflix, et c'est avec l'acteur qui s'appelle Michael Fassbender et l'actrice qui s'appelle Tilda Swinton. Vous allez pouvoir nous dire si vous êtes plutôt team Alexis et Sophie, ou plutôt team Arthur, si vous êtes plutôt tueur à gages ou jeu à gages. Moi, jeu à gages, il y a un jeu que j'adore, c'est Je n'ai jamais, vous connaissez ? Je commence. Je me suis jamais réveillé en lendemain de fête avec ma main plongée dans un verre d'urine. Simon, tu bois. Waouh. C'est pas du jeu. C'est vrai. Et dans notre inépuisable série, Hollywood a vraiment de bonnes idées. Bientôt l'adaptation de Zelda en live action avec Tom Holland. What could possibly go wrong, Arthur? Non, c'est pas tout à fait avec Tom Holland, c'est juste Internet à moi que ce soit Tom Holland. Mais déjà, le projet de base pue un peu la crotte. Et Nintendo a eu un gros succès cette année. Vous êtes peut-être pas passé à côté. Forcément, dès qu'un film fonctionne, les gens derrière se disent mais tiens, peut-être qu'on peut en faire une franchise. Souvenez-vous, Barbie, on va faire plein de films Mattel. Quelle bonne idée. Nintendo, logiquement, après le succès de Mario, s'est dit mais attendez, on a plein de franchises super. Et l'un des premiers non sortis, c'était effectivement The Legend of Zelda. Ce qui recoupe ce que disait Simon tout à l'heure, pareil. Absolument. Le fait qu'on ait de plus en plus de films de jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand on parlait de Zelda, tout le monde pensait que ce serait, comme Mario, un film d'animation. Et là, tu dis c'est intéressant. Parce qu'on en voit beaucoup, et rien qu'il y a 2 semaines, il y a un super trailer qui est sorti, des fan-made, des films faits par des fans, par des animateurs, de l'imaginaire de Zelda qui va ressembler à du Ghibli, ou qui va ressembler à de la 3D japonaise, ou à plein de choses. Enfin, en 3D, en animation, ça peut être magnifique, Zelda. Et donc là, aujourd'hui, on a la confirmation qu'effectivement, Nintendo planche sur un film Zelda en live action. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué pour ça devient tout de suite plus compliqué pour un point très précis. C'est que le principe de Zelda, c'est qu'on a un personnage principal qui ne parle pas. C'est que Link, parce que oui, je vois des gens qui me regardent bizarrement, c'est Link le personnage principal, c'est pas Zelda, Simon. Ah bon? Non mais alors excuse-moi, et je pense que je jouais à Zelda à un moment où tu devais, je veux dire d'un point de vue anatomique, où tu devais plus ou moins ressembler à un tétard dans un sac à thé. Je savais que ça allait te piquer. Link, le principe. Chercher, hein. Ouais, je sais. Link, le principe, c'est que c'est un personnage taiseux qui ne parle jamais, mais jamais. Et ça, dans l'animation, tu peux faire plein de trucs pour le justifier, pour l'entourer. Dans un film de live action, comment ça tient? Je ne sais pas. Derrière, t'as Internet qui est en train de, parce que quand l'annonce est tombée dans la nuit au moment où je vous parle, donc du 7 au 8. Sur Twitter, on a eu en trend topic numéro 1 The Legend of Zelda et en trend topic numéro 2 Tom Holland. C'est la pire idée du monde. Alors déjà qu'il va jouer Fred Astaire. Ah, s'il fait Fred Astaire et Link, alors là, c'est vraiment pas possible. Sachant que, en plus. On n'a pas le même Twitter, hein. Moi, des trending topics depuis le 7 octobre, c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais bon, c'est un autre problème. Vas-y. Il casse les noix celui-là, alors vraiment. Ouais, tu veux dire qu'ils veulent aussi envoyer Tom Holland là-bas? C'est débile. Non, et Hollande? Je comprends pas. Ce qui est compliqué. Il est avec Julie Gaillet? Non.
Ah, elle était bien, pardon, j'ai mis 3 secondes à comprendre, elle était bien. Non, ce qui est compliqué, c'est que l'annonce à proprement parler, en dehors du casting, des fans, etc., bon, ça, on en pense ce qu'on veut, moi, je veux pas, mais voilà. Il y a quand même des trucs qui puent un peu du cul. Déjà, c'est produit par Avi Arad. Alors, vous me direz, Avi Arad, c'est quand même quelqu'un qui a relancé la franchise Marvel dans les années 2000. Ouais. C'est lui qui a lancé, donc, les films X-Men, les Spider-Man de Sam Raimi, très bien. C'est aussi lui qui a lancé les Iron Man et tout ce qui en découle. Donc, en fait, en 2023, que fait Avi Arad? Pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait imaginer comme étant un grand film Zelda. Et puis, derrière, se cache un réalisateur. Alors bon, on va être tout à fait transparent. On n'a pas vu son dernier film parce que son prochain film sort en 2024. C'est Wes Ball, dont le prochain film est le nouveau Planète des Singes, dont le trailer a l'air de hyper la moitié d'internet, pourquoi pas. Wes Ball, c'est aussi l'homme derrière la franchise Le Labyrinthe. Je ne veux pas dénigrer cet homme sur sa carrière parce que, en l'occurrence, il se trouve qu'il a failli faire un film d'animation qui a été tué avec le rachat Fox Disney, qui avait l'air vraiment incroyable sur une petite souris soldat qui avait l'air vraiment ouf. Le problème, c'est qu'il y a un truc, il y a un package global qui ne fonctionne pas avec l'ADN même de ce qu'est Zelda. Zelda, c'est une franchise qui déjà s'est réinventée un nombre de fois pas possible, qui est une des sagas les plus riches de l'histoire du jeu vidéo et qui a vraiment des codes distincts qui ne sont pas compatibles avec le monde du cinéma. Et ça rejoint là ce que disait Simon, je vais conclure là-dessus, c'est que c'est normal de vouloir aller piocher dans le cinéma, on va avoir des films Metal Gear Solid, Infamous. Ok, logique. Zelda, ça ne fait pas sens. Et en fait, évidemment que ça va se diriger vers ça, sauf que tout n'est pas adaptable. C'était juste, en fait, c'est un complément de ta news de tout à l'heure, Simon, en fait. Évidemment qu'on en aura de plus en plus. Il y a des franchises qui ne sont pas adaptables. En fait, quid d'un Animal Crossing, ça va n'avoir aucun intérêt. Enfin, moi, j'ai un vrai problème avec ce projet que je trouve plus le caca dès son annonce. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Et pour revenir et terminer d'ailleurs avec nos sorties de la semaine, puisque précisément nous sommes en train de parler d'industrie, avant, au départ, il y en avait un seul. Et puis, il y en a eu un deuxième. Et là, ils sont 3. C'est donc la réunion des Marcel. Quoi ? C'est un V. Ah, mais c'est pour ça que parce que du coup, je comprenais pas du tout pourquoi c'était des filles qui faisaient parce que Marcel à l'origine, c'est Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. The Marvels de Nia DaCosta avec Marcel Larson. Brie Larson, Marcel L. Jackson. Oh putain, c'est compliqué votre truc. Hein. Moi, j'étais pas prévenu. Teyona Paris et Iman Marcel Vellani. Ah, c'est la Marcellerie du mois. Dis donc. C'était comment, c'est Marcel, mon Marcel. Les auditeurs vont être perdus, je te le dis tout de suite. Je parle à Marcel Rio. Non, il y a un truc, il y a quelque chose d'assez fascinant. Finalement, à mon sens, il y a pas grand chose à dire sur le film en tant qu'objet filmique. Il est dans la moyenne supérieure des Marvel. Les effets spéciaux sont moins dégueulasses que d'habitude. Les comédiennes sont plus investies que le sont d'habitude les acteurs chez Marvel. Et ça dure environ 90 000 minutes de moins qu'un Marvel standard. Donc c'est moins désagréable. Mais après, il y a plein de choses qui sont un petit peu parallèles au film que je trouve au moins aussi intéressantes. Déjà, tout bêtement, c'est toujours un peu sidérant de voir ce qui se passe quand le roi est nu. Parce que des films Marvel, sans vouloir faire de polémique ni rien, mais on va dire inférieurs ou du même niveau, juste du même niveau, j'ai dû en voir, je sais pas, une dizaine peut-être. Ce sont des films qui ont toujours déclenché en termes d'attente, d'excitation et après de soutien sur les réseaux sociaux, des trucs assez phénoménaux. Même un truc irregardable comme le deuxième Ant-Man, quand t'expliquais que c'était fait pour faire gagner de l'argent à une mafia d'opticiens, t'avais des trolls qui arrivaient sur Twitter pour t'expliquer que tu étais méchant. Et ce que je veux dire, c'est que il me semble très difficile objectivement de pointer du doigt le film comme étant matériellement, rationnellement bien plus mauvais ou bien pire que la moyenne des Marvel. Et pourtant, tout le monde s'en cogne. Oui. Mais tout le monde s'en branle. Et alors attention, hein, on a déjà vu des Marvel, on va dire, qui étaient un peu moins sur leur promo, qui hésitaient un petit peu. Je citais notamment Ant-Man 2, mais même le premier Ant-Man. Hein, il faut se rappeler que à ce moment-là, c'est un film qui sortait d'un development hell, d'un développement infernal de plusieurs années, dont le studio avait très peur parce qu'ils avaient viré le premier réalisateur. Enfin bref, je vais pas refaire toute l'histoire du truc, mais bref, ça n'est pas la première fois que Marvel est un peu gêné aux entournures avec un de ses films. Regardez, même un film comme
pour parler des films récents, hein, vraiment on va dire de la serial fuckisation de la giga franchise, Les Éternels, même Les Éternels qui était un truc irregardable, produit n'importe comment. Irregardable. Mais vraiment, je veux dire, une espèce d'infamie. Le filtre Instagram, t'es en train de mourir. Et je veux dire très concret. J'aime ton rire, Nicolas. J'étais en train de mourir. J'ai ressuscité une fois de plus. Vous ne l'aurez pas. Mais très concrètement, je veux dire, Marvel avait totalement, avait embrassé son sujet, embrassé son projet, et avait réussi quand même à exciter des gens. Tu voyais même des fans des Marvel Zoos qui jamais se seraient approchés de Nomadland, je veux dire, sans une tenue anti-radiation, qui étaient là, ouais, c'est incroyable, t'es une réalisatrice oscarisée, ça va être formidable. Et vraiment, on veut y aller, ouais. Ils l'avaient vu. Bon, ils avaient fait 5 AVC, ils étaient sortis en faisant, c'est génial. Et là, tu vois, les mecs essaient même pas de te faire croire qu'ils vont aller voir The Marvel. Donc effectivement, c'est un film étonnant parce qu'on est à un moment de bascule, à un moment où l'intérêt, alors peut-être pas de manière durable, hein, moi je fais pas partie de ceux qui prétendent lire dans les tripes détruites et qui disent ça y est, les super-héros c'est fini. Mais en tout cas, manifestement, il y a un momentum très négatif autour des super-héros, et c'est étonnant qu'il puisse tomber aussi facilement avec un film qui me semble mais infiniment supérieur à tout ce qui est sorti dans le genre depuis 2 ans, quoi. Ah oui. Enfin, non, à part les Gardiens de la Galaxie 3. Mais je veux dire que ce soit Black Devil, que ce soit Shazam Creux, que ce soit... Shazam, c'est pas des Marvel. Non, mais je parle de la production super-héroïque en général. Les derniers sont irregardables. Ant-Man 3, c'est une bouillie visuelle, oui, c'est voilà. immonde. Enfin, c'est intéressant parce que. Et Wakanda Forever, c'est chaud. Wakanda, c'est atroce, c'est atroce. C'est vraiment une adaptation ratée de Bioman, de Bioman, mais la 7e saison quand ils sont vraiment terminés à la pisse. Mais, non, moi, c'est intéressant. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé voir un Marvel en salle parce que j'y vais plus, hein, depuis longtemps parce que c'est juste vraiment tellement mauvais. À part effectivement les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai, je l'avais oublié. Mais tu vois, même ça, j'avais fini par l'oublier, alors que le film est plus. Oui, et puis surnagé par rapport au reste. Ouais. Mais enfin, c'est. Ouais. Et du coup, j'y suis allé. Alors déjà les salles sont vides. C'est-à-dire que, je veux dire, on est sur le premier jour. Les Marvel avant, quand j'y allais à l'époque où j'y allais, c'était plein et ça applaudissait. C'est ça. Et puis les gens restaient jusqu'à la fin. Les gens se barrent, cherchent même plus à attendre le post-générique. D'ailleurs, il y en a plus. Enfin, on a l'impression qu'on arrive. Non, il y en a un, il y en a pas 2. Il y en a pas à la toute. Oui, il y en a un. Mais c'est effectivement surprenant parce que comme Simon, j'ai été surpris. Alors déjà, effectivement, ça dure 2 heures et finalement, ça vise un public teenage. Alors moi, il y a un truc qui me surprend par exemple, c'est que tout en suivant quand même un peu l'actualité de Marvel, j'arrive dans un univers où je ne connais plus personne. C'est-à-dire que à part Captain Marcel, les autres. Je sais plus où on en est, c'est-à-dire qu'on est vraiment perdu parce que c'est noyé dans les mythologies, dans les séries, etc. Donc comme je regarde pas ces séries, au bout d'un moment, je sais plus de quoi il s'agit. Ah bon, il y a une station spatiale en orbite de la Terre depuis quand ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Non mais qu'est-ce que c'est que ces chars ? Enfin bref, je ne sais plus du tout de quoi il est question. Je sais plus où on est dans ta timeline. Je sais vraiment plus du tout ce qu'on me raconte. Donc finalement, je le prends comme une sorte de stand-alone où j'accepte tranquillement qu'on va me montrer de l'action pépouse, et on est vraiment comme d'ailleurs ce personnage de Miss Marvel qui sort de la série, qui est tout à fait sympathique et qui dit aussi le public féminin que ça touche. Voilà un film de girl power ado qui est pas pire qu'un autre, qui est plutôt un assez bon divertissement. Et malheureusement, avec tous les travers que l'on connaît, c'est-à-dire que il y a quelques bonnes idées qui sont pas bien exploitées. Elles peuvent permuter, ça pourrait donner lieu à des combats sympas. Bof, il y a 1 ou 2 plans, mais le reste c'est quand même. La caméra se balade, on sait pas où elle va. Méchante lambda numéro 257, on en a strictement rien à cirer. Mais malgré tout, effectivement, c'est tenu par un casting. Les effets spéciaux sont plutôt soignés. Vraiment, il y a 1 ou 2 trucs qui piquent un peu les yeux, mais nettement moins que Doctor Strange avec son œil collé sur le front. Okay. Et puis voilà, en fait, c'est un film. C'est un film de divertissement lambda qui, je pense, effectivement, il y a quelques années, comme le dit Simon, aurait certainement surnagé, aurait été vendu, mais on a vraiment l'impression qu'on est en train de dire, il faut continuer, hein, on avance, on suit le rythme, mais voilà, c'est un divertissement sans intérêt, dont j'aurais certainement plus aucun souvenir pendant 3 semaines, mais sachant que j'y allais en me disant que j'allais vraiment m'infliger un truc qui allait vraiment me faire perdre mon temps, regretter de voir ces trucs-là, me faire saigner les rétines, voilà, par rapport à Ant-Man 3 notamment, ou par rapport à Thor, où je sais plus lesquels immondices ont été ah, Wakanda, oui, c'est vrai, c'est cela, tu vois. Je les oublie même
5 minutes après les avoir verbalisés. Et ben finalement on s'ennuie pas trop. Mais Arthur, tu n'es pas d'accord. Mais alors franchement, c'est absurde ce qui se passe. C'est absurde, non? Je suis spectateur, moi j'ai pas vu le film. Non mais c'est fou que Simon quoi. Nico défende un film que moi j'ai détesté. C'est quand même très surprenant. Vous allez faire Paris, c'est pas possible. Non, sérieusement pas quoi. On le défend. C'est pas en doux, hein. Bah, oui, je veux dire, j'y serais pas allé spontanément. Hein. Et en fait, ce qui est on dit c'est du caca, mais au moins il est à température. Non mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'y allais en ayant envie d'aimer le film, justement pour les raisons, pour d'autres raisons, qui est que en fait c'est un film qui subit une campagne réac misogyne hardcore. Et ça, depuis le premier Captain Marvel en 2019. À partir du moment où on a fait un premier film avec un super-héros féminin chez Marvel, ça a été extrêmement mal reçu pour la simple bonne raison que c'est une femme. Et donc moi j'y allais en me disant, en fait fait chier, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc cool avec ça. Et en fait, ça me fait chier de constater qu'ils ont totalement raté le film et qu'ils ont totalement raté ce qu'ils voulaient faire. Moi, je suis pas d'accord du tout avec Nico. C'est pas un standalone. C'est le film qui fait le plus avancer le MCU depuis 3 ans. Bah, bien sûr que si. Bah, alors la fin, la scène post-générique, c'est le truc qui va faire le plus avancer. On parle pas du film, on parle de la scène post-générique. Le film fait avancer Zub. Ah non, il fait pas avancer Zub. Parce que le film t'amène à la scène post-générique. Donc non, il fait pas avancer Zub. Dans la logique de Marvel, ça fait pas avancer Zub. C'est pas ça. Dans la logique de Marvel. Non, dans la logique de Marvel, ce n'est pas ça. Et c'est un film qui est extrêmement important pour ce que ça raconte. Le problème, c'est que je suis désolé. Dans la logique de mon beau-fils, sa petite peluche s'appelle Poppy et elle parle. Donc non, la logique de Marvel, on se méfie. On se méfie, s'il vous plaît. Mais attendez, non mais 2 secondes. Parlons sérieusement. Vous savez que moi, je parle d'un endroit où vous savez que moi, j'aime Marvel. Je n'aime pas tout, on va pas se mentir. Je considère que sur les 33 films Marvel, il y en a la moitié qui sont vraiment pas des très bons films que je regarde juste quand je veux me faire des marathons ou quoi. Mais moi, je considère que sur les 33, il y en a 15 que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et j'aime ça. J'ai appris avec les années à savoir décortiquer à quel point c'était une industrie un peu dégueu, qui faisait du mal au cinéma, etc. Ok, il y a pas de souci, mais je réussis à aborder même des films que vous détestez. Moi, Doctor Strange 2, il y a des trucs que j'aime vraiment profondément. Là, j'ai un film, je suis désolé de le dire, qui n'a aucun sens. Dans la logique de Marvel, moi, c'est la première fois que je suis vraiment... Mais c'est pire que sur Doctor Strange. Je dois avoir vu WandaVision, Miss Marvel, Secret Invasion, une autre série que je vais pas spoiler, et potentiellement, il faut que j'ai bien en tête encore Gardien de la Galaxie, quelque part un peu No Way Home, et Captain Marvel. C'est un problème. Oui, c'est un problème parce que on c'est dit la même chose, Arthur. C'est mais oui, mais du coup, ça peut pas être considéré comme un standalone. C'est pas vrai. T'as besoin d'avoir la preuve pour le comprendre. Mais non, Ria, moi j'ai tout compris et j'ai rien vu de ce que t'as dit à part Miss Marvel. Et ben moi, je suis pas d'accord. Exemple très concret. Pourquoi? C'est pas les gentils qui ont gagné à la fin? Non, mais parce que moi, je suis un petit peu l'univers. Pourquoi d'un seul coup, Nick Fury il est là alors que moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était pas là. Pourquoi d'un seul coup, on arrive, on te dit, c'est elle la méchante. Elle sort d'où? Je ne sais pas. Pourquoi on te dit les Kree font la guerre avec les Skrulls? Mais enfin, mais c'est un conflit qu'on n'en a pas parlé depuis 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Mais même avant, ils en parlaient pas. C'était des micro-scènes dans le micro-truc, c'était raconté n'importe comment. Les amis, excusez-moi, je vous parle de mon point de vue, qui est le point de vue de quelqu'un qui a toujours suivi de très près cette franchise et qui aime ça. Moi, je suis face à une narration qui n'a ni queue ni tête, qui est extrêmement exigeante et qui va perdre les gens. Parce que moi qui suis de près, même moi, je suis paumé. Et c'est pas normal. C'est pas normal que même moi, juste parce que j'ai raté Secret Invasion, je comprends pas que Nick Fury soit chez Saber, là-haut dans le ciel, et que les Kree, les Skrulls se foutent sur la tronche avec une meuf dont on n'entend pas parler. Et puis, en plus, il y a un vrai problème d'écriture. Vous trouvez que le rythme est bien tenu? C'est vrai, il fait 1h45, c'est très agréable. Le problème, c'est que moi, j'ai des actes, mais je ne comprends pas comment on enchaîne de l'un à l'autre. Il y a des faux raccords. Amateur, mais vraiment amateur, j'ai jamais vu ça chez Marvel. Bah, comme d'hab, quoi. Non, j'ai jamais vu des faux raccords à ce point-là. Vraiment, je t'assure. Ah non, il y a un faux raccord. Je le dis aux gens qui nous écoutent, regardez-le. La première fois où Miss Marvel va être confrontée à la méchante. Je vais la faire extrêmement courte et simple. On est à la recherche d'un bracelet qui donne un pouvoir. Spoiler, Miss Marvel, elle en a un. La méchante, elle a le deuxième. Et la méchante, elle cherche celui de Miss Marvel, mais elle sait pas que c'est Miss Marvel qui l'a. On a un plan où on voit Miss Marvel qui arrive et qui met les bras en l'air. Elle met les bras en l'air. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient un manche dans sa main. Vous savez, comme quand on enfile une manche. Elle est comme ça. Elle cache le fait qu'elle a le bracelet. Bizarre, parce qu'elle ne sait pas à ce moment-là que la méchante recherche le bracelet qu'elle-même porte. Et puis, ça dure 30 secondes. Et là, 30 secondes plus tard, on a un plan où elle, qui a la manche d'un seul coup remontée au coude, va baisser sa manche parce qu'elle dit « Ah merde, donc c'est mon bracelet qu'elle veut ». Et là, elle le cache. Je suis désolé, ce genre d'amateurisme, ça n'était pas le cas chez Marvel. Non, vraiment. Infinity War, il y avait des fonds verts et des incrustements mal foutus que les personnages se regardaient pas. C'est pas des détails, ce que je dis. C'est vraiment un truc en termes de pure conception, tu sens que c'est un film qui a été massacré au montage. C'est un film qui n'a pas été bien conçu de base. C'est un film qu'on a vraiment, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des effets spéciaux qui sont extrêmement bien faits.
Moi, je trouve qu'il y a notamment des trucs autour des soleils. La planète aquatique, là, elle est hyper belle. Il y a des trucs autour des soleils qui sont très bien faits. Le film s'ouvre sur la méchante qui casse une pierre. La pierre, c'est vraiment du plastique dégueulasse, qui a aucun poids, ça ne fonctionne pas. Moi, il y a plein de moments, je regarde le film, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une séquence comédie musicale, mais qui est extrêmement cringe. Ah non, moi, ça me fait sourire. Moi, je trouvais ça sympa, ouais. Je trouve que ça va pas assez loin. C'est-à-dire qu'il pourrait jouer le truc comique un peu plus loin, le décalage. Ça n'a aucun franchement, je me dis, tiens, c'est rigolo, tiens. En fait, je trouve que c'est un film qui a une trame intéressante pour ses personnages. En plus, des personnages que moi j'aime bien. C'est-à-dire que Miss Marvel, tout le monde a craché dessus. Moi, je trouve que la série est plutôt mignonne. Et moi, je trouve pas du tout le personnage cringe. Moi, je la trouve assez attachante. Et dans le film, moi, c'est presque le personnage que je préfère. Elle est choupie. Mais le truc, c'est que je vois ce qu'ils veulent me raconter. Je trouve que c'est extrêmement mal exécuté. Et peut-être que je suis devenu aigri à force de traîner avec vous. Mais oui, ça certainement, par ailleurs. C'est possible. Mais je suis désolé, pour moi, c'est du niveau d'un Thor 2, quoi. Mais non, mais Thor 2, ah oui, c'est le Branagh, le 2 avec ses ailes. Non, le Branagh, c'est le 1. Le 1, c'est tellement mauvais, putain. Ouais, c'est chaud. Mais non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, moi, ce que j'entends et ce qui est intéressant, c'est de dire que si les fans de Marvel qui s'accrochent pour suivre les séries, etc., ont cette réaction-là par rapport à ce film, c'est bien de se dire qu'ils sont vraiment en train de, pas de perdre la partie, mais enfin, ils sont en train de faire n'importe quoi avec leur fanbase. Parce que quand t'en as rien à foutre et que tu passes pas un mauvais moment, surprise, ça passe. Mais si la réaction du fan, c'est de se dire, vous êtes en train de saloper notre univers et on comprend plus rien à ce que vous nous racontez, ça commence à sentir un peu. Mais oui, mais moi, ce qui me faisait chier, le poulet rôti. Ce qui me fait chier, c'est que moi, je pensais que toutes ces raisons-là existaient avec la même misogynie qu'avait le premier Captain Marvel. Je me suis dit, ok, en fait, tout le monde le déteste, mais par principe, on le déteste parce que c'est trois meufs qui sont badass. Et en fait, ça me fait chier de constater que c'est exactement ce que tu dis. Ils crachent exactement dans la soupe. En fait, ils ne savent plus quoi faire de leur franchise. Ils font tellement de séries qu'ils disent, faut qu'on raccorde des trucs. La preuve, la nouvelle série Marvel, Echo, ça va être une série qui va être pas rattachée à l'univers, avec des personnages certes évoqués avant, mais que tu peux regarder sans avoir rien vu au préalable. Ça n'aura pas d'impact sur l'histoire. C'est une série d'action comme les autres. C'est un aveu d'échec, c'est qu'ils ont fait beaucoup trop. Et on le répète quasiment toutes les semaines, le fait que Marvel en fait trop côté série, là je suis désolé, ils ont voulu raccrocher trop de wagons, ça ne fonctionne pas. Mais c'est surtout qu'ils sont en train de refaire exactement la même merde qu'ils faisaient en comics et qu'il a fallu qui leur a coûté, qui a failli faire en sorte qu'ils se cassent complètement la gueule en 1990. C'est-à-dire qu'il y avait trop de fils, trop d'histoires, trop d'univers rebootés, plus personne ne suivait rien, c'était devenu trop compliqué. La qualité à force de produire, la qualité des scénarios était en train de se casser la gueule, la qualité des dessins se cassait la gueule, et puis la fanbase était complètement perdue. Donc Marvel a vraiment, et c'est à ce moment-là où elle vend ses franchises au cinéma pour essayer de sauver sa couenne, quoi. Absolument. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a, ou plutôt il y a eu, parce que les films qu'on voit ont toujours quand même quelques années de décalage avec leur conception, je pense qu'il y a eu en fait une grosse erreur de diagnostic chez Disney. Alors après, il y a bien sûr, mais ça c'est arrivé à plein de moments dans l'histoire du cinéma, et finalement c'est assez normal. L'hubris, quand on a un succès tel, et dans le cas de Marvel, un succès historique, sans équivalent comparable à aucun moment de l'histoire du cinéma, un succès tel qu'à un moment tu te dis j'ai la baraka, ça va bien marcher, quoi. Il suffit de mettre Kevin Feige, mettez le rouge chauve au milieu et ça marche. Et en fait, je l'ai beaucoup. Le rouge chauve, c'est quoi? Il est roux et chauve. Oui, c'est ça. Le très joli boucrou, c'est une référence que personne n'a, donc. Ah non. Ah, il avait un très joli boucrou, hein. Quoi? Un très joli boucrou. Les bronzés font du ski, putain. Oh putain, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Oui, ça fait longtemps. Ah, les comédies de nos parents. Ils ont pas vu ce sera intéressant pour la manche. Non, je pense qu'il y a eu une erreur de diagnostic à un moment donné. On va voir si Bob Iger va modifier ça chez Marvel. C'est de croire qu'en fait, les gens aimaient l'interconnexion. Non, les gens n'aimaient pas l'interconnexion. Les gens aimaient retrouver des héros du jadis ou, pour ceux qui ne les connaissaient pas, avoir le sentiment qu'il existait un vaste monde de héros et constater qu'ils pouvaient s'emboîter, se connecter. Mais les gens n'ont jamais aimé Marvel parce qu'il y avait des ponts entre les films. Les gens n'ont jamais adoré Marvel parce que c'était un univers étendu. Non, mais le caméo, il est Kratos. Et justement, et c'est bien pour ça que à peu près toutes les autres tentatives d'univers étendu, et Dieu sait que plein de studios ont essayé, de l'univers des Universal Monsters en passant par l'univers Transformers, se sont totalement plantés. C'est parce qu'en fait, ça n'est pas l'interconnexion qui attire les gens. C'était une vague, on va dire une vague écurie de héros, et qu'effectivement, il pouvait être rigolo pour les plus connus de voir se connecter. Or, The Marvels est un film qui n'existe que pour la connexion. Il n'existe que pour ça. Alors, comme ça raconte rien, on peut tout à fait le suivre sans du tout savoir ce qui se passe. Moi, ça m'a pas posé de problème. Mais il n'empêche que sa raison d'être produit, c'est pour donner une suite à Captain Marvel, qui, certes à tort, moi je suis d'accord avec toi, à tort,
n'a pas du tout été aimé par la fanbase. Pour donner une suite à l'autre Miss Marvel élastique qui n'a pas du tout été aimé par la fanbase. Pour donner une suite à celle qu'on a vue dans WandaVision, le problème c'est qu'on est 4 à avoir vu WandaVision. J'exagère, mais je veux dire WandaVision est pas le truc qui a fédéré tout le monde au moment de Disney+, comme le studio pouvait l'espérer. En tout cas pas en termes d'adhésion. Et ainsi de suite. Et en fait, et c'est pour donner suite à Secret Invasion, qui a été un four historique pour Disney+. C'est-à-dire que ce film n'existe que pour cocher cases d'une mécanistique de production qui en fait n'a jamais été le cœur d'attrait des gens. Mais le problème surtout, et puis on va peut-être en finir avec ça, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on tourne en rond et qu'on répète tout le temps la même chose, le problème c'est que Marvel a réussi un coup de maître, parce que c'est un coup de maître, et quoi qu'on pense de la phase 1, 2, 3, 4, je crois que c'était jusqu'à la 4. On est dans la 5. Jusqu'à la 3, oui, non mais en fait, jusqu'à Endgame et Infinity Wars, quoi qu'on pense de la qualité individuelle des films, ils arrivent quand même à faire quelque chose, c'est-à-dire une somme, et à constituer à l'acmé d'une production cinématographique de 10 ans, avec 2 films mondes qui viennent boucler des trames narratives dans tous les sens. Et ça, qu'on le veuille ou non, je veux dire, en termes de construction narrative et en termes d'industrie, c'était assez dingue, c'était assez fou, c'était globalement du jamais vu. Et enfin, je veux dire, encore une fois, quoi qu'on pense de Marvel, waouh, c'était quand même un putain de haut fait, quoi. Et puis surtout, ils ont réussi à le faire aimer du public. Oui. Quoi qu'on puisse penser individuellement du résultat de ces films, le fait est que moi qui trouve ça abominable, je pense que je suis en minorité. Non, c'est pas vrai, Infinity War se trouve pas ça abominable. Oui, c'est Endgame que je trouve vraiment dégueu. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, le problème, c'est qu'ils essaient de le refaire, mais ils essaient de refaire ça, ils peuvent plus parce que d'une, ils ont pas d'idée, 2, ils ont trop de support, 3, ils ont plus de héros, ils ont plus rien. Pardon, Arthur. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, à la fin de Endgame, on te tue deux des personnages principaux historiques qui ont provoqué le succès du premier Avengers au moins, et derrière on essaie de te faire des personnages alambiqués de là, enfin je suis désolé moi, la scène de conclusion, mais enfin je sais pas si vous l'avez compris, parce que je sais pas si vous avez vu l'autre série Marvel qui est concernée, mais genre non pas du tout. Moi, je sais pas ce que j'ai vu. Et puis en plus, je suis désolé parce que je peux pas en parler, mais moi je trouve que la scène post-générique est un aveu d'échec mais complet. On peut pas en parler. On peut pas en parler, mais parlez-en nous sur les réseaux. Spoiler le film aux autres. Et je trouve que c'est un aveu d'échec complet. The Marvels de Nia DaCosta avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyona Paris et Iman Vellani. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt soirée en Marcel ou soirée en spandex? Eh bien, vous pouvez nous le dire. Ouais, bah pourquoi pas. C'est bien les Marcel. Non, oui, j'ai déjà fait cette blague. C'est les Marcel, elles portent des Marvel. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Et pour finir, par votre moment favori, celui que vous préférez à tous les autres podcasts que vous écoutez, celui le plus intellectuellement rigoureux. Ouais. La critique en 30 secondes. Je suis fatigué. Je vous le dis, je vous le signaler, je suis fatigué. La critique en 30 secondes, vite fait, mal fait. Et on commence avec Arthur parce qu'il est encore un peu bouillon et encore un peu fâché. Allez, on passe la première, on monte à 110, on parle du dernier Kim Ji-woon, ça tourne à Séoul. C'est un film dont on vous a déjà parlé à Cannes et que mes camarades n'aiment pas beaucoup, mais en même temps ils n'ont pas beaucoup de goût. C'est le retour de Kim Ji-woon qu'on n'a pas vu au cinéma en France depuis vraiment une bonne grosse décennie, et c'est un film que moi je trouve très sympathique et pas son plus grand, hein, clairement vous l'entendrez peut-être plus tard ici ou pas. Kim Ji-woon est un grand cinéaste coréen. C'est un film un peu foutraque, c'est un film un peu bordélique, c'est l'histoire d'un réalisateur qui va essayer de retourner son film parce qu'il est pas content et il va se passer 1000 catastrophes. C'est une espèce de 8,5 contourné en farce. C'est pas entièrement réussi, mais contrairement à certaines des personnes, dont une en face de moi que j'essaie de ne pas regarder, c'est pas un film où vous aurez envie de quitter la salle ou de fermer vos yeux. La salle, je suis un peu disqualifié pour en je croyais que tu regardais le fantôme de Valéry Giscard d'Estaing, j'ai eu la trouille. Non, c'est pas un grand film, mais c'est pas un film honteux. Moi j'ai passé un très bon moment à Cannes. C'est encore une fois, je sais pas si je retournerai le voir, mais de toute façon Song Kang-ho Forever et Kim Ji-woon for Life. Voilà, ça tourne à Séoul, Cobweb de Kim Ji-woon, deuxième vite fait mal fait, oui on vous gâte cette semaine, cette fois-ci ce sera en marche arrière à 80 à l'heure sur une route de campagne. Combien de fois Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je comprenais pas. Ah oui, non, putain, parce que j'improvise à moitié ce que vous savez, bref, j'avais écrit, c'était tellement bien qu'on va s'en reprendre une dose, combien de fois j'ai entendu cette phrase? Non mais c'est bien que elle était mieux celle-là. Elle était pas mal. Allez, Simon avec l'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier.
Oui, alors sur le papier, il y avait bien des raisons d'être horrifié. Déjà parce que il faut bien dire que là, en France, la tradition du biopic, c'est un petit peu comme le cancer de la prostate, quoi. C'est pas rigolo. Et vraiment, en général, ça donne d'assez mauvais films. Tout le monde se rappelle Simone, qui n'avait pas de prostate, mais qui n'avait pas non plus beaucoup d'intérêt. Que dire d'autre? Les rebonds. Donc voilà. Donc moi, j'allais voir l'Abbé Pierre. En plus, encore hanté par le souvenir de l'hiver 54, précédent biopic consacré à l'Abbé Pierre, avec Lambert Wilson, qui donnait franchement envie de faire du mal à l'humanité. Et donc voilà, j'avais très peur de ce biopic avec Benjamin Laverne. Comme on peut s'en douter, on n'est pas dans une inventivité en termes de mise en scène complètement délirante. On va dire on est dans de la reconstitution plutôt luxueuse. C'est parfois un tout petit peu poussiéreux dans ces dispositifs dramaturgiques, et pourtant j'ai passé plutôt un bon moment pour 3 raisons. Tout d'abord, Benjamin Laverne y joue vraiment très bien, comme d'habitude, mais encore mieux que d'habitude. Deuxièmement, on y trouve Emmanuelle Berco dans le rôle de la compagne, et je dis bien à dessein le terme compagne de l'Abbé Pierre, celle qui fut de tous les combats avec lui, qui est très rarement présentée dans les documentaires et documents en général consacrés à l'existence de l'Abbé Pierre, qui est fondamentale dans le combat qu'il a mené. C'est important et c'est plutôt carrément canon de l'avoir traitée ainsi qu'elle est traitée dans le film. Et enfin, le film, s'il est assez édulcoré dans sa forme, dans son ton et dans ce qui est dit, n'édulcore rien du combat de l'Abbé Pierre, qui est un combat particulièrement radical, éminemment politique, éminemment de gauche, parce que les chrétiens de gauche, ça existe, et on en aurait bien besoin en ce moment pour nettoyer les écuries d'Ogias, de CNews, de je sais pas. Bref, c'est un film qui est très conventionnel dans sa forme, mais c'est très bien, vous pourrez sortir mémé, et ça n'est pas une métaphore, et vous pourrez sortir mémé, et elle verra des trucs finalement pas cons du tout, et plutôt intéressants, et encore une fois, c'est une belle charge politique à plein d'endroits. L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Et voilà, il en reste un peu plus, et oui, il en reste encore un peu plus. On va donc vous le laisser. Qui veut commencer pour le petit conseil des fins d'épisode qui donnent des bonnes choses à lire, à voir ou à regarder? Pourquoi pas? Oui, c'est ça, ouais. Tu voulais nous parler d'une série sur Paramount Plus qui s'appelle The Curse. Ouais, en fait, c'est intéressant. Si vous avez peut-être autour de chez vous plein d'affiches en ce moment, parce que Paramount Plus c'est une franchise, c'est une plateforme qui s'est lancée il y a peu de temps, donc ils placardent à fond pour leur nouvelle série phare, qui est le spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon, et tout le monde l'annonce comme étant la série qui arrive sur Paramount Plus, qui va pouvoir lancer. Et en fait, j'ai vu la bande-annonce en regardant The Marcells. C'est vrai, il y avait une bande-annonce. Oui, il y avait une bande-annonce de série, ça se passe à Paris, c'est avec Clémence Poésie. Absolument, c'est très intéressant que la Paramount mise là-dessus, alors qu'en fait, la meilleure série qu'ils ont à proposer ce vendredi, c'est pas du tout Daryl Dixon, c'est The Curse. The Curse, qui est une coproduction Showtime et A24, qui va être donc un épisode par semaine, qui est, alors j'ai vu que le premier épisode, mais de ce que j'ai vu, un des trucs qui m'a mis le plus mal à l'aise de l'année. C'est une création de Nathan Fielder, que vous connaissez peut-être pour avoir fait certaines séries d'un glauque absolu comme The Herschel ou Nathan For You, et qui est coécrit et co-scénarisé et co-réalisé par l'un des frères Safdie, Benny en l'occurrence. Et c'est l'histoire de, alors comment résumer, un couple, Emma Stone et Nathan Fielder, donc, qui sont mariés, ont des problèmes pour copuler, je dirais, et qui ont une émission un peu télé-réalité, bon sentiment, on vous a construit une maison, on fait ça pour vous parce que vous êtes dans un quartier pauvre, et ce qu'on fait c'est pas du tout intéressé, on fait pas du tout ça pour l'argent, on fait pas du tout ça parce que mon père est un mania de l'immobilier, et en fait c'est filmé comme un faux documentaire, et du coup, mais en même temps comme une fiction. Enfin, c'est une forme très hybride, très particulière, où en fait il y a des moments où on va avoir des dialogues qu'on voit à travers la fenêtre au loin, comme si on était ne pas censé être témoin de discussions extrêmement gênantes, notamment entre un homme et son beau-père, et la taille de petit zizi en forme de tomate cerise. Enfin, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et The Curse sur Paramount+, et puis Emma Stone, quoi. Sophie. Moi aussi, c'est une série. C'est une série sur Disney+, qui fait parler d'elle depuis assez longtemps maintenant, et je m'y suis enfin penchée. C'est Only Murders in the Building, qui, je trouve, pêche beaucoup par sa com, parce que je trouve que visuellement, ça a l'air d'être vieux et poussiéreux et un peu sans intérêt. En fait, je pense que la première saison est un des trucs les plus agréables que j'ai pu voir en série depuis longtemps. Donc l'inverse de la série que vous propose Arthur pour c'est vraiment le parfait inverse. Là, c'est vraiment c'est une série sous forme de whodunit, mais avec un superbe trio qui est Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, qui sont 3 personnages fans d'un podcast de true crime et qui se trouvent être dans un immeuble où il y a eu un assassinat, qui décident de faire leur propre
podcast de true crime pour réussir à trouver qui a tué la personne dans l'immeuble. Et en fait, la forme est super divertissante, c'est super bien joué, c'est très rythmé. Et je trouve que c'est une très bonne série grand public. C'est-à-dire qu'on peut le regarder aussi bien vers 10-12 ans que pour des personnes vachement plus âgées. C'est très éclectique dans son cast et j'ai passé un super moment. Sauf la saison 3, c'est dommage parce qu'il y a Paul Rudd et Meryl Streep à l'intérieur et la saison 3 pêche vraiment par son écriture, mais les deux premières c'est des petits bonbons. Alexis. Ouais, alors je vais pirater un tout petit peu le concept de l'émission. C'est pas une reco, mais tout à l'heure je vous ai parlé d'une anecdote sur David Fincher que je n'ai finalement pas raconté, donc je vais le faire maintenant, ça va être très rapide. Donc à la masterclass, David Fincher a donc raconté une anecdote sur le tournage d'un clip avec Michael Jackson. Donc il tourne le clip Who Is It, et en gros le clip est simple. Voilà, le clip est simple. Michael Jackson doit danser avec une prostituée dans le clip, donc c'est un truc un peu sulfureux et tout. Et au bout de 3 jours de tournage, je crois, alors que tout avait été validé en amont par Jackson, son équipe et tout, Michael Jackson décide de se retirer du clip et de ne plus le faire parce qu'il peut pas danser avec une prostituée pour des raisons religieuses. Voilà, moquez-vous. Donc David Fincher est très emmerdé, mais il se dit bon bah écoute, voilà, moi on m'a déjà versé une avance, c'est bon, je vais plier mes gaules et rentrer à la maison. Et la prod lui dit non, il faut finir le clip en fait, c'est contractuel. Et du coup on va faire venir un sosie. Donc Fincher accueille sur le plateau un sosie de Jackson et il va voir le sosie en question, il lui dit écoutez voilà, je suis le réalisateur du clip, je suis vraiment hyper gêné pour vous parce que ça doit être quand même vraiment très bizarre comme situation. Et le sosie lui a juste répondu t'inquiète pas, j'ai fait les 4 derniers clips de Michael Jackson. Voilà. C'est ouf. C'est incroyable. C'est complètement dingue. Et ben moi je voulais vous conseiller quelque chose qui n'a pas grand chose à voir, mais qui est vraiment remarquable, que j'ai pu voir au Festival des Utopiales où j'étais la semaine dernière. C'est une web série, donc que vous pouvez trouver sur YouTube, une web série très courte de vue. Alors si je vous dis de vulgarisation scientifique, ça va foutre la trouille. Je vais vous dire plutôt que c'est une web série, des petits épisodes d'1 quart d'heure, il y en a 4, qui mélangent de l'urbex dans des endroits absolument incroyables et les neurosciences. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs vont prendre une personne et vont la mettre dans un milieu d'urbex pour essayer de comprendre comment le cerveau réagit dans des environnements hostiles, inconnus, et ils vont tester à chaque épisode, il y en a 4, différentes notions, celui de la mémoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se retrouve dans un endroit dont on ne connaît pas dans un labyrinthe en fait, dont on ne connaît pas la structure, celui de l'inconnu, celui de la peur du noir. L'épisode sur la peur du noir est incroyable parce que ça montre à partir d'études comment tous nos sens et comment notre cerveau réagit et s'adapte différemment en fonction de ce qu'il perçoit et comment on surinterprète par exemple les bruits, la distance, etc. Celui des croyances, bref, c'est hyper intéressant. Ça s'appelle Méandre, ce n'est pas le film de Mathieu Turi, c'est donc une web série, ça se trouve sur YouTube, c'est signé Terence Saulnier, Renaud Pourpre et Yuen L'Herbe. Vraiment, allez y jeter un œil. Non seulement c'est beau, c'est remarquablement filmé, les lieux sont incroyables et en plus ça rend intelligent, donc franchement il faut pas se priver. Hein ? Contrairement aux Marcels, pardon. Simon, voilà, t'as pas un petit bouquin là ? Toi qui lis 3 bouquins par semaine ? Ça va pas, Simon ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux en parler ? Alors, bon, je vous renvoie aux petits clichés qui vivotent sur le fait que, par exemple, tu ne les lis pas tous. mais vous êtes horrible. Ça m'est arrivé de manière assez rarissime, justement, de faire des recos de bouquins d'une semaine sur l'autre parce que j'ai pas toujours le temps. Justement. T'en fais chaque semaine. Non, mais il a pas compris qu'on était au second degré là. Il réagit au premier. Ah mais pardon, moi, le second degré quand j'étais petit, ça n'a jamais repoussé. Bien joué. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi avec. Attends. Quelle surprise, vous étiez au courant ? De quoi ? On va parler d'un réalisateur préféré d'un des membres de l'équipe qui doit mettre 50 centimes dans une tirelire dès qu'on prononce son nom. Est-ce que vous sauriez deviner lequel ? Eric Romer, Alexis. Ah. Eh ben, c'est encore raté. En plus, Eric Romer. Pareil, second degré. Ouais, et en plus, il y aura un invité spécial en la personne du cinématographeur. On se retrouve donc mardi. Bye les amis. Et gloire aux Marcels. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.